Moi, c'est Gabriel. Vous m'avez peut-être vu il y a 2 semaines dans la première édition de ce panel-là. Je m'appelle toujours Gabriel, puis je travaille toujours au MEPAC, le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. On est un regroupement national d'éducation populaire autonome. On travaille à transformation sociale dans une perspective de justice sociale. On regroupe 11 tables régionales à travers 13 régions du Québec qui regroupent plus de 330 groupes populaires et communautaires. Je vais animer la réunion d'aujourd'hui avec le support de mes deux collègues, Vanouza et Valérie. Il y a encore plein de monde qui arrive. Puis, avant de débuter, quelques petits points techniques pour que tout se passe le mieux, même si j'imagine que vous avez pas mal toute l'habitude des Zooms, ou en tout cas, la plupart ont pas mal l'habitude des Zooms. On vous demande d'éteindre vos caméras et micros. Ça va être plus facile de mettre en évidence les personnes qui font les présentations. On vous rappelle que la discussion va être enregistrée et diffusée par la suite, comme la rencontre d'il y a 2 semaines a déjà été diffusée. Le lien est déjà disponible sur le Facebook du MEPAC. Dans les périodes de questions, pour prendre la parole, on vous invite à lever la main, la petite main qui est intégrée dans les fonctions de Zoom, que vous pouvez avoir accès par réaction, puis ensuite la petite barre « Lever la main » ou « Raise Hand » si votre version est en anglais. Si vous avez une très, très vieille version de Zoom, ça se peut que votre fonction ne soit pas là, mais elle était, je crois, dans participant il y a très longtemps. Et si ça ne fonctionne pas, levez la main, ouvrez votre caméra et levez la main, votre vraie main. Mais préférablement, ça va nous aider si vous le faites par le biais de Zoom. On va vous donner la parole le moment venu par alternance homme-femme, premier tour, deuxième tour, pour donner la chance à tout le monde de parler. Aussi, juste souligner, à part de vous présenter, là, présentement, vous pouvez vous présenter avec votre nom d'où vous venez dans le chat, mais par la suite, on aimerait que le chat il serve juste à des questions techniques. Si vous avez des questions techniques à poser à Valérie, que ça ne fonctionne pas, et non pas faire des commentaires ou poser des questions, ça peut être dérangeant des fois quand il y a une conversation parallèle. Donc, s'il n'y a pas de questions et tout va bien, je pourrais commencer. Aujourd'hui, on va avoir 3 sections à notre présentation. En premier, on va avoir une présentation de 3 campagnes de lutte à la pauvreté. Ensuite, une présentation des enjeux puis des choix stratégiques de ces campagnes-là. Après ça, on va avoir une pause vers 11 heures environ. Puis, on va revenir avec un moment d'échange et de réflexion collective sur les stratégies de lutte. Ça va être un long moment. On s'est réservé environ 50 minutes pour qu'on puisse partager entre nous. Donc, je vais vous présenter les panélistes qu'on a aujourd'hui. On a 3 panélistes, 3 groupes de panélistes. En premier, Audrey Hébert et Marianne Daigle, qui sont co-coordonnatrices du Front commun des personnes assistées sociales du Québec, le FCPASC, qui est un regroupement national d'organismes communautaires qui militent pour la défense des droits des personnes assistées sociales. Ensuite, on va avoir Virginie Larivière, qui est organisatrice politique et porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Virginie a un baccalauréat en sciences politiques, une maîtrise en sciences de l'environnement. L'engagement social, c'est au cœur de ses actions, puis ça prend sens au collectif depuis 8 ans dans la lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale. Et ensuite, on va avoir Bertrand Guibard, qui est secrétaire général du Conseil central de Montréal métropolitain à la CSN depuis juin 2019. Il est entre autres responsable des dossiers LGBT+, jeunes et éducation. Auparavant, il était 2e vice-président du Conseil central Montréal métropolitain CSN de 2017 à 2019, de même que secrétaire général du syndicat des profs du cégep Marie-Victorin de 2010 à 2017, alors qu'il enseignait la philosophie. C'est également un des membres fondateurs du défunt collectif ANSIC Montréal-Nord Unis contre l'austérité, ainsi que Lutte commune. Donc, on commencerait la première section. Il y a 2 semaines, on a parlé de l'histoire de la lutte à la pauvreté, de ses tendances, puis du visage que prenait la lutte à la pauvreté sur le terrain. Cette semaine, on trouvait intéressant de parler des campagnes qui sont en cours sur la lutte à la pauvreté, puis on trouvait intéressant de diviser les campagnes en 3 grandes familles de leviers de lutte à la pauvreté, c'est-à-dire d'imaginer 3 catégories différentes, 3 moyens de lutter contre la pauvreté. La première famille serait les transferts de revenus. On peut penser à l'aide sociale, à la pension vieillesse, allocation familiale, revenu minimum garanti. La deuxième serait le travail. On peut penser ici au salaire minimum. Puis la troisième catégorie, qui n'est pas celle à laquelle on pense nécessairement le plus rapidement quand on parle de lutte à la pauvreté, les services publics.
L'éducation, l'électrification, les routes, le système de santé, le système de transport en commun sont aussi des moyens de lutter contre la pauvreté. Fait qu'on a invité 3 groupes à venir nous présenter chacun une campagne qui s'inscrit dans chacun de ces leviers-là. On commencerait par Audrey Hébert et Marianne Daigle. Donc, je vous cède la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je vais lancer notre PowerPoint. Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. On est bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous, on vient vous parler de notre campagne qui s'appuie sur un transfert de revenus pour lutter contre la pauvreté, le programme Revenu de base, un minimum pour sortir de la pauvreté. Donc, notre mission, en fait, nous, le Fonds commun des personnes ou communément le FCPASQ, on est un regroupement national d'une vingtaine d'organismes communautaires et notre principale mission est justement en fait la défense des droits économiques, sociaux et culturels des personnes exclues du marché du travail et qui vivent dans la pauvreté. Au niveau de nos luttes principales, c'est sûr qu'au quotidien, déconstruire les préjugés, c'est vraiment au cœur de notre mission. On a aussi l'atteinte de la dignité pour tous et toutes. Le droit à la vie maritale, en fait, nous, on réclame un chèque par personne. Et puis, on va vous présenter justement notre campagne sur l'élargissement du revenu de base qui s'inscrit dans une perspective d'obtenir le revenu social universel garanti. Merci, Marianne. Donc, comme disait Marianne, notre campagne, c'est le programme Revenu de base, un minimum pour sortir de la pauvreté. Donc, vous voyez notre magnifique affiche juste ici. Donc, oui, le programme de Revenu de base, c'est quoi? En fait, le programme de Revenu de base, c'est issu du plan d'action gouvernementale pour l'inclusion économique et la performance sociale 2017-2023, donc le PAGEPS, qui a été déposé en 2017, évidemment, par les libéraux. Ce plan-là, en fait, il engage le gouvernement à introduire un revenu de base pour les personnes qui ont des contraintes sévères d'emploi pour 2023. Par contre, le gouvernement a créé une nouvelle catégorie à l'aide sociale, c'est les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi de longue durée. Donc, on parle des personnes qui sont sur la sécurité sociale, les contraintes à l'emploi, depuis les 66 mois, des 72 derniers mois qui ont été sur ce programme-là. Ça représente environ comme moins de 25 des personnes à l'aide sociale. Les détails sont encore vraiment à préciser pour le programme de revenu de base parce qu'il n'est pas encore adopté, il va être déposé, comme on disait, en 2023. Mais pour le moment, ce qu'on sait, c'est que l'idée, en fait, c'est vraiment d'augmenter progressivement les prestations sur 5 ans, donc de 2017 à 2023, mais seulement pour les personnes à l'aide sociale qui ont les fameuses contraintes sévères de longue durée et les augmenter ces prestations-là jusqu'à la mesure du panier de consommation. On pourrait dire que c'est quand même une bonne chose, sauf que donc, quand le plan a été déposé, la mesure qui est prise en considération, ce n'est pas celle du mesure de compensation qui aura en 2023, mais plutôt celle de 2018. En fait, lorsque le programme va être déposé, il va être seulement pour moins de 25 des personnes à l'aide sociale. Puis en plus de ça, ça ne va même pas couvrir l'ensemble des besoins de base parce que ça va être seulement sur la MPC de 2018. Il y a aussi d'autres contraintes qui vont être levées. Comme Marianne disait, actuellement, les gens n'ont pas tous un chèque par personne pour les couples ou les familles. Souvent, ça va être un chèque pour le couple ou la famille. Donc, ces personnes-là vont avoir le droit de ne plus avoir de coupure à la vie maritale. Et il va y avoir aussi moins de coupures sur les revenus de travail. Comme on disait, le projet en soi, il n'est pas encore très clair parce que c'est déposé par les libéraux. Puis, avec le changement de gouvernement, on ne sait pas trop la manière dont la CAQ va actualiser ça lorsque le projet va être déposé. Par contre, de ce qu'on sait, il y a quand même plusieurs problèmes déjà qu'on voit dans le PAGEPS. Déjà, pour nous, c'est pourquoi est-ce qu'on revendique, premièrement, que le programme, en fait, ce n'est pas seulement aux personnes sur l'aide sociale qui ont des contraintes sévères de longue durée, on veut vraiment que ce soit accessible pour toutes les personnes en forme de pauvreté, dont les personnes sociales. On pense vraiment à toutes les personnes, par exemple, qui seraient sur le chômage, à la retraite, aux études, ou même qui seraient à temps partiel. On voudrait que tout le monde ait des besoins essentiels couverts. Pour nous, c'est vraiment un minimum. On voudrait aussi que les prestations soient calculées selon la plus récente mesure du panier de consommation, puis que par la suite, ça soit indexé annuellement pour vraiment pouvoir couvrir les besoins essentiels. Puis que les pénalités sur les revenus de travail soient réduites pour que les gens puissent pouvoir vraiment sortir de la pauvreté en travaillant à la mesure, évidemment, de leur capacité. Après ça, on ne veut plus que les personnes soient pénalisées, comme on disait, pour le fait de leur vie maritale, donc d'être en couple ou d'être en colocation ou leur famille. Donc, on veut vraiment que les prestations soient versées sous forme individuelle. Donc, on dit souvent une personne, un chèque. Et
Donc, je vais laisser Marianne vous continuer à vous parler de notre projet de société. Merci Audrey. Donc, en fait, pour nous, le programme de revenu de base pour toutes les personnes en situation de pauvreté, c'est vraiment une étape vers en fait, notre projet de société qui, lui, est le revenu social universel garanti. Donc, par revenu, on parle vraiment de transfert de l'État, transfert de revenus de l'État vers les personnes, qui est un montant suffisant pour bien vivre en toute dignité. Pour nous, en fait, justement, bien vivre en toute dignité, on prend la référence du revenu viable de l'IRIS, qui lui, en fait, se limite pas à couvrir seulement les besoins essentiels comme la MPC le fait, mais aussi, en fait, à prendre en considération ce qu'il faut pour vivre dignement dans notre société. Ensuite, par social, ce qu'on entend, c'est que pour nous, ce n'est pas suffisant d'avoir des revenus qui permettent de couvrir ses besoins de base, mais bien aussi qu'il faut que ça s'accompagne d'un filet social qui laisse personne derrière. C'est pour ça qu'on souhaite des services publics universels, gratuits et de qualité. Au niveau de l'universel, très simple, on veut que ce soit pour tous et toutes. On veut sortir des catégories et on veut surtout que ce soit versé sur une base individuelle. Au niveau aussi de garantie, c'est que ce serait un revenu qui serait non imposable, non saisissable et sans condition. C'est sûr que c'est beaucoup à demander, donc c'est pour ça notamment qu'on y va par petits pas et que pour le moment, on se concentre sur notre campagne qui, elle, porte sur l'élargissement du programme de revenu de base à toutes les personnes en situation de pauvreté. Parlant de justement notre campagne, en fait, elle a été lancée le 17 octobre, Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Elle s'est en fait démarrée avec une campagne d'appui d'organismes communautaires. On est pour le moment à pas loin de 50 organismes qui nous appuient. D'ailleurs, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller signer notre déclaration. Elle est disponible sur notre site web. Et puis, oui, c'est ça, on a aussi fait une campagne de vignettes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en fait, pour vulgariser les enjeux reliés à la campagne. Donc, c'est 5 belles vignettes qui sont accompagnées là, voilà, d'explications un peu plus loin sur le sujet. Donc, on vous invite justement à les partager et à les consulter. Puis, les prochaines dates à retenir, parce que notre campagne, en fait, elle veut vraiment se tenir sur les 2 prochaines années, en fait, jusqu'à l'adoption. Puis après ça, on a la critique du programme de revenu de base pour 2022. Donc, le 14 février 2022, dans le cas de la Saint-Valentin, on veut vraiment remarquer l'importance d'un revenu de base pour toutes les personnes en situation de pauvreté, puis surtout les enjeux en fait, qui découlent du fait que ce n'est pas en ce moment tout le monde qui reçoit un chèque directement. Il y a aussi un autre moment pour nous, c'est important, c'est la semaine à la dignité des personnes assistantes du Québec, qui va avoir lieu du 2 au 6 mai 2022. Et on aura des options à surveiller à ce moment-là. Puis aussi, évidemment, les élections provinciales. Donc, on va vouloir vraiment solliciter les candidats et les candidates sur leur position sur l'élargissement du programme de revenu de base. Et à partir de ça, voir quel parti a plus de bon sens ou ils n'ont tous pas de bon sens. On verra bien. Donc, ça fait notre bout sur notre section, en fait, sur notre formation de notre campagne. Donc, merci de nous avoir écoutés. On vous laisse à Virginie. Effectivement. À toi la parole, Virginie. Merci, Marianne et Audrey. Oui, allô tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation au MEPAC et pour l'organisation de ces 2 panels fort intéressants. Puis, j'en profite pour saluer, j'ai vu quelques noms et quelques visages familiers. Fait que bon matin tout le monde. Virginie Larivière, donc du collectif Plan Québec sans pauvreté. On m'a demandé de présenter en fait le pilier travail, comme Gabriel le présentait en introduction. De quelle façon on peut lutter contre la pauvreté via ce pilier-là du travail. Donc, je vais vous présenter rapidement, en fait, la campagne 5-10-15 qu'on a menée quand même tambour battant pendant quelques années et qui est en train de se renouveler puisque la campagne, la revendication de 15 $ de l'heure est rendue désuète parce que ça fait 5-6 ans maintenant qu'on porte cette revendication-là. Alors, évidemment, il y a 5-6 ans, le 15 $ de l'heure correspondait à l'idée d'une sortie de pauvreté, mais là, avec le coût de la vie, cette revendication-là, elle est vétuste, donc il fallait la réviser, puis on le voit encore davantage, en tout cas, on le voit plus crûment ces temps-ci avec l'inflation dont tout le monde parle et dont tout le monde a pu constater les dégâts à l'épicerie. On le voit assez facilement, assez simplement.
Donc voilà, fait que le collectif porte une revendication sur un salaire minimum qui permet de sortir de la pauvreté quand une personne seule travaille à temps plein toute l'année depuis les tout débuts de son existence, donc il y a plus de 20 ans. C'est une revendication on a 5 grandes revendications prioritaires. Le salaire minimum en a toujours fait partie. On a davantage mis d'énergie sur cette revendication-là dans les dernières années, entre autres, évidemment, parce que le 15 de l'heure est devenu un incontournable, entre autres aux États-Unis, mais au Canada anglais aussi. Et on a sauté dans le train, en fait, en se disant, ben voilà, il y a une occasion à saisir pour revendiquer un salaire minimum qui permet de sortir de la pauvreté. Et ce n'était pas non plus... c'était pas seulement opportuniste que de sauter dans ce train-là. Il y avait véritablement des indicateurs du Québec et du Canada qui nous indiquaient très clairement que à 35 heures par semaine, le salaire devrait s'élever à 15 de l'heure pour assurer la sortie de pauvreté d'une personne qui travaille donc 35 heures semaine. Alors, on a rapidement mis en place la campagne 5-10-15 avec plusieurs partenaires. On était quand même 6-7 partenaires autour de la campagne de 5-10-15. Donc, il y avait le Front de défense des non-syndiqués, le collectif, et il y avait plusieurs syndicats, dont la CSN, la CSQ, la CSD, le SPGQ et le SFPQ. Donc, quand même pas mal de monde qui se sont regroupés autour de la campagne 5-10-15 qui revendiquait donc 15 de l'heure, mais qui revendiquait aussi 10 journées de congés payés par année pour responsabilité familiale ou pour maladie, hein, parce que avant cette campagne-là, il y avait dans la loi sur les normes du travail 10 journées de congés pour maladie ou responsabilité familiale dans la loi sur les normes, mais ces congés-là n'étaient pas payés. Donc, un travailleur, une travailleuse avait le droit de prendre 10 journées de congés pour maladie, mais n'était pas payée, donc perdait clairement du salaire sitôt qu'elle avait un rhume ou que le petit dernier avait un rhume ou la COVID. Hein? Et donc, suite au mouvement, on peut penser, je pense qu'on peut penser que le mouvement social, la campagne 5-10-15 a mis de la pression sur le gouvernement sur cette question-là, puisque dans les dernières années, le gouvernement a inclus 2 journées payées dans la loi sur les normes. Donc, on est encore loin de la coupe aux lèvres, mais il y a quand même eu assez de pression pour favoriser donc l'introduction de 2 journées payées par année. Et le 5 de 5-10-15, en fait, on revendiquait en fait un horaire de travail une semaine avant le premier quart de travail. L'idée étant d'avoir une flexibilité d'horaire, parce que la flexibilité d'horaire, elle est très souvent à l'avantage des employeurs, très peu souvent à l'avantage des travailleurs et travailleuses. Donc, c'était une des revendications de 5-10-15. Ça aussi, le gouvernement a quand même adressé cette situation-là. Ce n'est pas parfait, un peu comme les congés payés, mais il y a une meilleure marge de manœuvre pour les travailleurs et travailleuses. Comme je vous disais, le 15 de l'heure est maintenant vétuste, quelques 5-6 ans plus tard. Donc, M. Laprade demande journée fériée ou journée payée. C'est des journées payées, des journées de congé maladie ou responsabilité familiale payées. Les fériés, c'est un autre type de congé. Donc, voilà. Donc, le 15 de l'heure est devenu vétuste. Donc, on est depuis 1 an en train de travailler très fort en partenariat avec toutes sortes de partenaires et d'organisations syndicales pour faire un front commun autour de la cible du 18 de l'heure. Je vous parlerai tantôt des enjeux stratégiques et tout ça autour de cette question-là. Mais donc, le 18 de l'heure est pas mal sur toutes les lèvres en ce moment. Il y aura une sortie plus officielle la semaine prochaine. On espère intervenir sur le 18 de l'heure avant que le gouvernement annonce la prochaine hausse du salaire minimum qui est prévue pour le 1er mai 2022. On espère que le gouvernement sera plus audacieux qu'il a l'habitude de l'être. Mais donc, voilà, donc on passe du 15 de l'heure au 18 de l'heure. Il y a une coalition qui est en train de se former, une campagne qui est en train de se former. Donc, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Voilà. Eh bien, merci Virginie. À toi la parole, Bertrand.
Merci Gabriel, merci Virginie, Marianne et Audrey. Bonjour tout le monde, content d'être avec vous. On m'a demandé de vous parler du rôle de l'éducation dans la lutte à la pauvreté, ce qui est une évidence, tout le monde le sait, là, je le rappelle pour la forme, mais je ne vous apprends pas là, que l'éducation, c'est probablement le principal vecteur de mobilité sociale. Par contre, le verdict qu'on peut rendre sur l'état du système éducatif actuel au Québec, nous force à constater que pour véritablement jouer ce rôle-là d'émancipation, l'école doit répondre à certains critères, notamment la gratuité, l'accessibilité, l'universalité. Et c'est en fait le mouvement de fond dans le développement des écoles québécoises depuis 10-15 ans ne va pas du tout dans ce sens-là. Traditionnellement, on parlait d'une école à 2 vitesses. Hein, c'était relativement simple. Il y avait le privé d'un côté, le public de l'autre. Le privé sélectionnait les meilleurs élèves et le privé enseignait à tout le monde, y compris ceux qui avaient le plus de difficultés, qui, dans la très, très large majorité des cas, n'avaient pas de moyen de rentrer dans les écoles privées pour différentes raisons. Mais depuis, je dirais, 10-15 ans environ, on parle de plus en plus, puis aujourd'hui, c'est un fait accompli, je dirais, d'une école à 3 vitesses. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître dans les écoles publiques, un peu en réponse d'ailleurs là, à la force des écoles privées, ce qu'on a appelé des projets particuliers. Certains parlent de secteur, certains parlent de profil. Je vais utiliser le mot projet là, pour désigner l'ensemble de ces types ou ces formes éducatives-là, je vais le dire comme ça. Puis avant de continuer, je vais lire un extrait. J'en profite pour vous inviter à lire si le sujet là, de l'école publique, de son importance, puis d'un peu de la crise dans laquelle elle est plongée depuis l'émergence du néolibéralisme vous intéresse. Le dernier numéro des Nouveaux Cahiers du socialisme a un dossier là-dessus qui est très, très riche, qui est très bien fait et qui est accessible. Donc, je vais lire juste un petit paragraphe d'un texte de Philippe Etchepoire, Ghislaine Lapierre, Marie-Christine Paré, Fixie Risque et Jean Trudel, là, qui est paru dans ce numéro 26 des Nouveaux Cahiers du socialisme, là, qui s'appelle « L'école publique au temps du néolibéralisme, l'urgence d'agir ». Donc, on y lit, c'est le paragraphe d'introduction. « Nous sommes aujourd'hui très loin des objectifs initiaux du rapport Parent, pétri de justice sociale. Notre système scolaire enferme actuellement des milliers de jeunes dans le cercle vicieux d'une école ségrégée. Si cela est dû en grande partie à la présence d'un important secteur privé subventionné, il est clair que le réseau public contribue lui aussi à cette segmentation malsaine des populations scolaires depuis déjà plus de 2 décennies par le biais de programmes particuliers sélectifs. Comment composer avec cette réalité loin de profiter à celles et ceux qui en auraient le plus besoin? » Donc, le terme est quand même fort. On parle d'écoles ségrégées, qui s'oppose évidemment à l'idée de mixité scolaire. Puis je reviendrai tantôt là, à la fin, c'est comme ça que je vais terminer là, sur l'importance de la mixité scolaire pour la réussite éducative des élèves dans leur ensemble. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, justement, en reprenant un petit peu le modèle du privé et en l'intégrant à l'école publique, des projets particuliers, c'est quoi? Mais c'est simplement une forme d'enseignement ou de vie à l'école, je dirais, qui inclut des éléments qui ne sont pas traditionnellement des matières scolaires, là, ou qu'ils sont de manière plutôt marginale, mais qui, dans le cadre d'un projet particulier, prennent énormément de temps. Par exemple, ça peut être la pratique d'un sport, d'un art, de la musique, l'approfondissement de certaines matières. Or, pour avoir accès à ces projets-là, dans presque la totalité des cas, les étudiants, les élèves plutôt, puisqu'on parle de primaire secondaire, doivent remplir des critères. Ils doivent être capables, dans certains cas, de couvrir la matière du programme officiel plus rapidement que ce qui est prévu. Ils doivent débourser des frais de scolarité. Ils doivent avoir leur équipement dans le cas de certains sports. Bref, c'est pas pour tout le monde. Il y a un choix qui est fait. Puis là, vous voyez, on reprend la manière de faire du privé. On sélectionne les meilleurs élèves et on leur donne des possibilités qu'on ne donne pas aux élèves en général. Donc, on revient à l'idée d'école ségrégée. Là, c'est clair qu'on fait des distinctions. Or, il y a quelques années, si je me rappelle bien, là, malheureusement, je m'en excuse, je ne suis pas allé vérifier, mais au moment de l'adoption du projet de loi 12, là, ça fait 2 ou 3 ans, c'était quelques mois avant la pandémie, projet de loi qui devait baliser les frais que les écoles peuvent demander aux parents pour les projets particuliers. Les groupes militants et les groupes qui se préoccupent de l'éducation publique au Québec espéraient que le gouvernement caquiste allait utiliser ce projet de loi-là pour encadrer, pour limiter ce qui était une pratique informelle qui était tolérée. C'est-à-dire que nulle part dans la loi, on disait que les écoles pouvaient charger des frais de scolarité pour les projets particuliers, mais elles le faisaient, puis il n'y avait pas... c'était toléré. Or, quand le projet de loi 12 a été adopté, ou quand il a été déposé plutôt, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça du tout l'intention du gouvernement. Ce n'était pas de limiter puis de baliser,
Au contraire, c'était de légaliser cette pratique informelle-là sans mettre de balises, ou à peu près. Donc, ce que ça donne, c'est qu'il y a présentement des programmes particuliers, c'est l'exception, mais je le donne pour montrer jusqu'où ça peut aller, qui peuvent exiger des frais, des écoles qui peuvent exiger des frais jusqu'à 15 000 $ par année au public pour un programme particulier. Donc là, on voit que l'inégalité socio-économique, l'idée justement de mobilité sociale, elle est très loin de ça. Puis d'ailleurs, ça porte à penser que l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est beaucoup plus en train de reproduire la société et les classes qui la composent que de changer quoi que ce soit à cette structure-là. Les plus forts, les plus riches sont regroupés ensemble au privé ou dans des projets particuliers, tandis que la masse de la population, puis en particulier les personnes défavorisées qui auraient le plus besoin de la motivation, puis de, du plaisir, de la valorisation personnelle liée au fait de participer à un projet particulier, en sont exclus. Or, c'est un sujet qui est délicat parce que, du point de vue des parents, c'est une bonne chose que mon enfant puisse se développer puis puisse faire autre chose que juste le programme régulier s'il en a le goût puis s'il veut le faire. Mais c'est pour ça que, d'un point de vue politique, s'en prendre à cette question-là, ça demande un certain tact, une certaine délicatesse. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas pour les auteurs du texte que je disais tantôt, ni pour nous, l'idée, ce n'est pas de simplement brutalement dire on ne doit plus mettre de programmes particuliers ou de projets particuliers en place, mais plutôt de dire ces projets particuliers-là doivent s'inscrire justement dans une perspective de gratuité, d'universalité, d'accessibilité, de mixité scolaire et doivent donc être accessibles à tous les élèves. Or, là, vous comprenez probablement ce que ça implique en termes de modification physique aux écoles, en termes d'infrastructure, la gestion des horaires, puis évidemment du financement. C'est une évidence que si on veut offrir des programmes comme ceux-là at large à tous les élèves, bien, ça va prendre beaucoup d'argent. Il va falloir repenser la manière dont on organise l'école. Or, ça vaudrait la peine de le faire, et nous, c'est ce qu'on dit, parce que l'idée de la mixité scolaire, c'est un peu contre-intuitif, là, mais il faut en prendre acte. Dans une classe mixte, c'est-à-dire où il y a des élèves de différents profils socio-économiques, il y en a qui sont très, très, très bons à l'école, il y en a qui ont plus de difficultés scolaires, ce qu'on constate, c'est que par l'émulation, par le fait de se côtoyer, bien, ça tire les élèves les plus faibles vers le haut, sans affecter la réussite scolaire et la réussite éducative, surtout, je dirais, des élèves les plus forts. Donc, si au lieu de ségréguer, pour reprendre l'expression des auteurs, au lieu de distinguer puis de mettre les plus forts, les plus riches, les plus beaux, les plus fins ensemble, puis de réserver l'école régulière là, pour ceux qui ont de la misère et qui auraient besoin justement d'une école plus motivante, mais si au lieu de fonctionner comme ça, on mettait tout le monde ensemble, ça ne nuirait pas aux plus forts et ça aiderait les élèves qui ont plus de difficultés à s'en sortir, à prendre goût à l'école, puis donc de bénéficier de tout ce que l'école peut leur offrir en termes de mobilité sociale. Donc, je vais m'arrêter ici, puis s'il y a des questions, je ne suis pas un expert dans le dossier, mais s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci Bertrand. Donc, on commencerait la deuxième section. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire. On va avoir la période d'échange qui va autant être une période de questions, mais une période d'échange et de amener votre perspective sur toute la chose à la fin. Et je vous invite de l'écrire pour ne pas l'oublier. Donc, la deuxième section, bien, chaque groupe nous a présenté très rapidement. Je sais que c'est un exercice assez difficile de présenter aussi rapidement des campagnes. Mais on aimerait maintenant que vous nous partagiez les choix stratégiques qui ont mené à ces campagnes-là. Pourquoi avoir privilégié cet angle-là? C'est quoi la portée de la campagne, mais c'est quoi les limites aussi? Fait que dans le fond, décortiquer un peu les choix qu'il y a eu en arrière de ces campagnes-là. Donc, on commencera encore par Marianne et Audrey. À vous la parole. Oui, donc je repars le PowerPoint. Oh, parfait. Le PowerPoint collabore. Puis, on va vous envoyer, on a vu plusieurs fois qui est intéressé à voir le PowerPoint, on va vous l'envoyer dans le chat lorsqu'on aura fini. Donc, comme dit Adrien, on va parler des enjeux et des choix stratégiques de notre campagne qui portent toujours sur le programme de revenu de base, un minimum pour sortir de la pauvreté. Pourquoi la campagne? Bien, en fait, c'est sûr qu'avec la pandémie, on a vraiment pu constater qu'on ne peut pas suivre le travail pour garantir notre bien-être, puis que les filets sociaux actuels sont vraiment insuffisants pour lutter contre la pauvreté. En plus, pour nous, avec la mise en place de la prestation canadienne d'urgence, la PCU,
On sent qu'il y a vraiment une ouverture sur la place publique à parler de revenu de base. C'est sûr que l'expérience n'a vraiment pas été parfaite, mais on trouve que c'est vraiment un bon moment pour mettre d'avant l'importance de revenu de base pour toutes les personnes en situation de pauvreté. Il y a aussi le fait qu'on vous a parlé de notre revenu social universel garanti, qui est notre projet de société. Mais pour nous, cette campagne-là, c'est vraiment une étape. C'est juste la première étape vers, une des possibles premières étapes vers l'adoption toujours de notre revenu social universel garanti. Parce que ça veut dire que pour nous, même si, mettons, on aurait un gain, puis que le programme de revenu de base qui sera mis en place en 2023 serait adopté pour toutes les personnes en situation de pauvreté, puis pas seulement comme que c'est prévu pour les personnes qui ont des contraintes sévères de longue durée sur l'aide sociale, ça reste que c'est quand même le minimum du minimum. Ça serait quand même pas suffisant pour couvrir les besoins à un niveau viable des gens. Donc, pour nous, ça en demeure pas moins qu'il faut quand même avoir un revenu social universel garanti. Donc, là, on voit vraiment comme une campagne par étape. Puis il y a aussi le fait que c'était vraiment un choix de dire, oui, habituellement, nous, on milite plus pour les personnes à l'aide sociale, mais on trouvait que c'était vraiment une bonne opportunité, en fait, de collectiviser la lutte, de la solidariser, parce qu'au final, tu sais, la pauvreté, ça ne touche pas juste seulement les personnes à l'aide sociale, mais vraiment, c'est vraiment important pour nous, tu sais, d'avoir des politiques qui combattent réellement la pauvreté. Oui, donc à ce propos, en fait, toutes ces réflexions-là nous ont amené dans la réflexion de que l'élargissement du programme de revenu de base dans l'ensemble des personnes en situation de pauvreté, c'était vraiment un minimum pour, en fait, on a comme 5 retombées à notre campagne. Donc, en fait, c'est vraiment un minimum pour assurer sa santé et son bien-être. Donc, en ce moment, l'aide sociale ne remplit pas du tout sa mission fondamentale qui est de garantir un droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé et le bien-être de tous et toutes. Donc, pour nous, c'est vraiment le minimum que les besoins essentiels de toutes les personnes en situation de pauvreté soient couverts. Il faut un filet social qui échappe personne, d'où le fait qu'on revendique un programme de revenu de base, pas seulement pour certaines personnes à l'aide sociale, mais pour toutes les personnes en situation de pauvreté. Ensuite, c'est au niveau, en fait, de, pour nous, l'élargissement du programme de revenu de base, en fait, c'est un minimum pour sortir la tête de l'eau. Le programme d'aide sociale actuel est contraignant. L'ensemble des contrôles et nombreuses coupures que peuvent vivre les personnes à l'aide sociale nuisent à leur qualité. C'est pourquoi le fait qu'on revendique l'élargissement du programme de revenu de base, en fait, pour que ça ne s'appuie pas seulement sur les catégories, mais aussi sur, en fait, que ça permette aux gens de travailler à la hauteur de leurs capacités et aussi que ça ne limite pas la solidarité. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir davantage de choix pour s'en sortir, au lieu de continuer à maintenir les gens la tête dans l'eau. Ensuite, c'est sûr que pour nous, l'élargissement d'un revenu de base, c'est un minimum pour rehausser les conditions de travail. Donc, en fait, les conditions de travail actuelles, on ne se le cachera pas, ne permettent pas de combler les besoins essentiels des travailleurs et des travailleuses. Donc, c'est pourquoi, en revendiquant un programme de revenu de base qui ne se limite pas seulement à certaines personnes à l'aide sociale, on pense en fait que ça va bénéficier à toutes les personnes en situation de pauvreté, dont les travailleurs et travailleuses au bas de l'échelle. Parce que pour nous, ça permettrait que les gens puissent choisir des conditions de travail plus adéquates. Au niveau aussi de... ça permettrait en fait l'élargissement d'un programme de revenu de base, un minimum dans le fond pour s'impliquer dans les communautés. La société valorise énormément l'employabilité, mais elle ne reconnaît pas le travail invisible ou presque pas, comme le travail, elle reconnaît peu ou pas le travail invisible effectué par plusieurs Québécois et Québécoises. Donc, le fait de couvrir les besoins essentiels de toutes les personnes en situation de pauvreté permettrait d'avoir le temps, l'énergie et les moyens nécessaires de s'impliquer dans nos communautés, dans le respect de nos capacités sans être en mode solo. C'est aussi, en fait, que ce soit par le rôle de personnes proches aidantes, de parents, de militants ou bénévoles, il est important d'enfin reconnaître la valeur de ces contributions dans la société. Et puis, finalement, pour nous, ça fait beaucoup de sens, en fait, qu'un programme de revenu de base élargi permette que ce soit un minimum pour le Québec d'aujourd'hui. Dans une société aussi riche que le Québec, c'est sûr que la pauvreté est injustifiable, tant par ses impacts humains que financiers. Donc, dans le système actuel, on se prive d'énormément de potentiel de centaines de personnes qui sont fragilisées par la pauvreté, trop occupées à survivre pour se remettre sur pied, s'impliquer dans leur communauté ou suivre une formation. Donc, pour nous, en fait, vraiment, l'élargissement du programme de revenu de base, c'est une première étape vers un filet social complet. Puis peut-être juste pour revenir, Marianne, centaines de milliers de personnes. Oui. On serait bien content si c'était juste une centaine de personnes en situation de pauvreté, mais malheureusement, on parle de
plus de gens que ça. Évidemment, toute campagne a des limites. Donc, nous, au niveau de nos limites, notre campagne, c'est sûr que mobilisation et pandémie, c'est quand même assez difficile. Avec les mesures sanitaires, l'incertitude un peu de la situation, c'est sûr que c'est pas toujours évident de prévoir des actions à moyen long terme. D'où le fait, en fait, qu'on a vraiment privilégié davantage des actions qui sont numériques. Mais par contre, on sait que l'accessibilité à la technologie, c'est un enjeu dans la société. Donc, on sait qu'on en fait ces choix-là, on limite l'implication de plusieurs personnes dans notre campagne. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que la pandémie, ça a touché tout le monde, mais ça n'a pas touché tout le monde de la même façon. Donc, nos militants sont vraiment beaucoup plus en mode survie qu'ils le sont déjà habituellement. Donc, au niveau de la mobilisation, c'est vraiment plus limité et plus difficile. Après ça, on est en train de critiquer un plan de revue de base qui n'a pas encore été adopté, qui n'a pas encore été déposé. Donc, c'est sûr que le fait de lancer la campagne avant même l'adoption, ça fait qu'on ne connaît pas tous les éléments. Comme on vous dit, les éléments qu'on connaît du plan de revue de base qui va être déposé en 2023 viennent du PAGES. Puis ces éléments-là sont problématiques, donc on veut vraiment le mettre en lumière, sauf qu'il y a un côté qu'on critique, puis qu'on est quand même à l'aveuglette dans cette campagne-là. Par contre, pour nous, c'était aussi vraiment un choix, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on avait demandé à plusieurs reprises d'être consultés, d'être invités au comité de rédaction du programme de revue de base, on n'a toujours pas eu cette invitation-là. Donc, on s'est dit, on veut vraiment que nos préoccupations soient entendues avant même que le projet soit déposé pour pas que ça s'aille l'air de pour le moment. Donc, on fait vraiment être entendu sur la place publique avant même qu'il soit déposé. Après ça, il y a toujours l'enjeu aussi que, comme on l'a dit, nous, au final, cette campagne-là, c'est un minimum du minimum, mais c'est quand même pas ce qu'on veut à moyen terme. C'est pas un projet de société. Le projet de société reste vraiment l'adoption d'un revenu social une fois garanti pour tout le monde, et non pas seulement pour les personnes en situation de pauvreté. Donc, on est toujours un peu en question, puis en réflexion, tiraillée entre on met où nos énergies. Donc, est-ce qu'on va plus au niveau des petits gains? C'est sûr qu'un programme de revenu de base pour toutes les personnes en situation de pauvreté, ce n'est pas un petit gain, mais quand même, c'est quand même pas ce qu'on veut. Ou on va vraiment travailler et mettre notre énergie sur notre projet de société, qui est le revenu social universel garanti. Donc, ça fait pas mal le tour de notre campagne. Puis, on vous invite vraiment, sur les organismes, si ce n'est pas encore fait, comme disait Madame, à signer une déclaration pour un élargissement programme de base pour les personnes en situation de pauvreté. Puis, ça clé notre section sur les enjeux et les choix stratégiques de notre campagne. Donc, on a hâte d'entendre vos questions à ce sujet-là. Merci. Eh bien, merci Marianne et Audrey. À toi la parole, Virginie. Oui, merci. Oui, bien donc, au sujet de la campagne ou des campagnes qui vont se mettre en place pour parler du 18 de l'heure, qui est la nouvelle cible, la nouvelle revendication du mouvement social sur le salaire minimum, sur le pilier travail. Il y a tout un travail de mise en commun, en fait, des stratégies, de qu'est-ce qu'on devrait faire, comment est-ce qu'on établit la cible, de quelle façon on établit la revendication quand il faut la revoir. Donc, c'est un grand travail qui a été mené depuis une bonne année. Puis là, on arrive avec ce chiffre de 18 de l'heure qui fait pas mal consensus autour de la table, à l'effet que si une personne travaille 35 heures semaine, elle doit avoir minimalement 18 de l'heure comme salaire minimum pour sortir de la pauvreté. La stratégie, en fait, je dirais que l'idée de porter une revendication sur le salaire minimum, je le disais tout à l'heure, au collectif, c'est une revendication qui fait partie de l'histoire du collectif, qu'on porte depuis très, très longtemps. On porte par ailleurs d'autres revendications prioritaires, à savoir l'augmentation du soutien financier, de tous les programmes de soutien financier, dont l'aide sociale, par exemple, l'assistance sociale, à la hauteur de la mesure du panier de consommation. Quand on parle de pauvreté, assez rapidement, il y a toutes sortes d'enjeux qui remontent à la surface. Ça ne prend pas beaucoup de temps parce que, notamment, il n'y a pas de consensus fort sur ce que ça veut dire sortir de la pauvreté et quel indicateur nous indique qu'une personne est sortie de la pauvreté à partir du moment où elle a tant de revenus annuels. Il y a des indicateurs consensuels comme la mesure du panier de consommation, mais la mesure du panier de consommation nous parle davantage de la couverture des besoins de base.
le Canada a décidé d'adopter cet indicateur-là comme seuil de pauvreté. Donc, c'est le seuil officiel de sortie de pauvreté au Canada, la MPC. Le collectif a dénoncé cette utilisation-là fallacieuse de la mesure du panier de consommation parce qu'on ne peut pas prétendre qu'une personne est sortie de la pauvreté quand elle a couvert ses besoins de base. Les besoins de base, ça reste vraiment minimal, en fait. C'est ce qui nous assure qu'une personne ne va pas compromettre sa santé, sa dignité, son espérance de vie même. Donc, quand on parle du travail, quand on dit on entend souvent ça des groupes patronaux et du gouvernement, par ailleurs, que le meilleur rempart contre la pauvreté, c'est le travail. Le gouvernement, dans son discours, a recours à la mesure du panier de consommation pour parler de sortie de pauvreté. Nous, on trouve encore une fois que c'est fallacieux d'utiliser cet indicateur-là. Sauf que quand on arrive autour d'une table de réflexion pour se dire, bon, mais c'est quoi le meilleur indicateur pour nous parler de la sortie de pauvreté? Bien, il n'y en a pas un seul qui parle de sortie de pauvreté. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas un qui est parfait. Donc, on utilise quelques indicateurs pour nous guider à imaginer ce que ça veut dire une sortie de pauvreté. Marianne et Audrey ont parlé là, du revenu viable sur lequel est basée leur revendication d'un revenu de base. Le revenu viable de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui a imaginé en 2015, si je ne me trompe pas, un indicateur qui parlait davantage de sortie de pauvreté que de couverture des besoins de base. Puis, ils ont vraiment amené de l'eau au moulin sur toutes les campagnes sur le 15 de l'heure parce qu'ils ont nourri l'idée que quand on est sorti de la pauvreté, on devrait être capable de faire face aux imprévus, on devrait être capable de mettre un peu d'argent de côté ou de rembourser des dettes ou d'imaginer faire autre chose de son temps que de survivre, que de mettre en place des stratégies de survie parce que quand on ne couvre pas nos besoins de base, on est très, très souvent dans des stratégies de survie. Il faut passer à la banque alimentaire, il faut passer à la friperie, il faut marcher davantage que prendre l'autobus parce qu'on n'a pas les moyens de payer le transport en commun ou de mettre de l'essence dans la voiture s'il n'y a pas de service de transport en commun, ce qui est souvent le cas en dehors des grands centres. Donc, voilà. Donc, l'IRIS a mis de l'avant un indicateur très intéressant, le revenu de base, qui est quand même presque 10 000 de plus que la MPC. Donc, il y a un grand, grand écart. Donc, ça, c'est des réflexions, c'est des enjeux qui ressortent quand on parle du travail et de la sortie de pauvreté. Je vous dirais qu'il y a toutes sortes de défis. Je ne sais pas si je dirais que c'est des limites aux campagnes sur le salaire minimum. Je dirais que c'est surtout, en tout cas, moi, je les qualifie plus de défis que de limites. Mais quand on a mis de l'avant la campagne sur le 15 de l'heure, je pressens qu'on va recevoir les mêmes préoccupations, les mêmes critiques par rapport aux 18 de l'heure. C'est la crainte, en fait, de voir le salaire augmenter très, très, très rapidement. C'est de voir aussi, c'est les craintes de se voir, comment je dirais ça, de se voir rapprocher du plancher, du minimum plancher. Hein? Les travailleurs qui gagnaient 15 de l'heure il y a 5 ans disaient, oui, mais là, si le salaire minimum monte à 15 de l'heure, ça veut dire que moi, je me retrouve au salaire minimum. Je ne veux pas. J'aime pas ça. J'ai gagné mon 15 de l'heure parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai des études et tout ça. Donc, on l'entend déjà sur le 18 de l'heure. Donc, il y a un enjeu vraiment, je pense, de solidarité à tricoter sur les revendications sur le salaire minimum. Je me souviens quand on a mis de l'avant les campagnes sur le 15 de l'heure que les groupes communautaires, notamment, étaient inquiets de cette revendication-là, étaient solidaires, mais en même temps étaient préoccupés parce que, bien évidemment, le financement des groupes communautaires est un enjeu, que la portion des salaires des groupes communautaires est la part du lion de leurs dépenses, il y a clairement des enjeux et quand des groupes communautaires offrent des services 24/7, bien clairement, si on augmente le salaire minimum à 15 de l'heure ou à 18 de l'heure maintenant, il y a clairement des préoccupations de ne pas être capable d'arriver à payer. Donc, ça, c'est des défis de solidarité, je pense, qu'il faut tricoter, qui sont importants quand on parle du salaire minimum. Auprès de 5-10-15, on avait rajouté une petite revendication qui était, évidemment, il faut augmenter le salaire minimum à 15 de l'heure, il faut améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs au bas de l'échelle. Il faut faire ça aussi
en même temps qu'on améliore le financement des groupes communautaires. Il faut s'assurer que le personnel qui travaille dans les groupes communautaires soit bien payé, soit payé davantage que le salaire minimum. Donc, vous voyez, il y a vraiment des enjeux de solidarité quand on est au bas de l'échelle. Donc, ça serait, comme je vous disais, je ne pense pas que c'est des limites aux campagnes. Je pense que c'est vraiment des défis, en fait, dont il faut tenir compte quand on met de l'avant ces campagnes-là. Sinon, sur les points forts de ces campagnes-là, sur le salaire minimum, je dirais que c'est comme le front commun, en fait, qui se crée, la volonté de travailler ensemble autour de ces revendications-là. Là, pour le 18 de l'heure, en plus de tous ceux qui étaient autour du noyau de la coalition 5-10-15, il y a désormais la FTQ qui s'est joint à cette campagne-là. Il y a la PTS aussi et le Centre des travailleuses et des travailleurs immigrants à Montréal. Donc, on est une dizaine de partenaires autour de cette campagne sur le 18 de l'heure. Ça, je pense que c'est clairement, en tout cas, je pense que c'est un point fort de cette revendication-là, qu'on mobilise, qu'on fait front commun autour de ça. Après ça, il va falloir travailler, comme je le disais, sur les solidarités, à élargir le front commun, à s'assurer de l'adhésion des travailleurs et des travailleuses de l'échelle, à ceux qui gagnent 18-19 de l'heure. Ça, c'est un des défis qu'il va falloir relever dans les prochains mois, les prochaines années. Voilà. Eh bien, merci Virginie. Et à toi la parole, Bertrand. Merci, Gabriel. Mais ça va être assez facile de faire le pont parce que, d'une part, le Conseil central, on participe là, aux travaux de la coalition sur le 18 de l'heure. Puis, en fait, j'aurais pu dire pas mal tout ce que Virginie a dit en termes de nécessité de la solidarité, de la lutte unitaire. Nous, c'est ce qu'on défend. Une lutte, un syndicalisme combatif, une lutte sociale unitaire. Puis, je pense qu'avec les tactiques, sinon la stratégie du gouvernement caquiste, c'est d'autant plus pertinent là, parce que nous, on le voit à tous les niveaux, là, mais je parle de ce que je connais le mieux. Là. Dans les syndicats, la tactique, c'est toujours la même, c'est de diviser pour mieux régner. Donc, la réponse à ça, c'est de se tenir et de se tenir tout le monde ensemble de manière solidaire. D'ailleurs, vous avez très certainement entendu parler de la grève dans les CPE qui devient générale et limitée demain, mais c'est un excellent exemple de réponse à la stratégie gouvernementale du diviser pour mieux régner, parce que le gouvernement a fait comme il a fait dans plein d'autres secteurs, là, je ne les énumérerai pas, mais lui a ciblé les éducatrices et leur a offert des augmentations qui sont importantes, mais il a laissé les autres corps d'emploi qui sont essentiels à la vie des CPE sur le côté, il n'aura pas à faire les mêmes augmentations du tout. Et la réponse, ça n'a pas été justement de se diviser et d'aller chercher le bonbon promis par le gouvernement, mais les éducatrices ont dit non, nous, on ne signe pas tant que tout le monde dans un CPE n'a pas des augmentations de salaire qui sont significatives. Donc, c'est un peu le point de vue général. C'est certain que, je n'ai pas le choix un peu de vous parler de notre structure là, pour que vous compreniez comment on se place. Le Conseil central, on a deux missions essentiellement. L'appui aux syndicats dans leur lutte, ce qui demande beaucoup d'énergie, surtout ces temps-ci, il y a beaucoup de grèves, beaucoup de conflits de travail. Et par ailleurs, le travail de sociopolitique en général, le travail d'éducation, le travail de pression, le travail d'alliance avec les groupes de la société civile. On a 10 fronts de lutte au Conseil central qui sont des comités thématiques là, qui travaillent la question. Évidemment, il y a éducation, là, on en parlait tantôt, mais je ne les nommerai pas toutes, mais on a évidemment un condition de comité de la condition féminine, comité immigration et relations interculturelles, comité environnement, bref, sur tous les grands enjeux, pas tous, il ne faut pas exagérer, mais sur la plupart des grands enjeux militants, on a un comité qui s'en occupe. Et d'ailleurs, c'est notre comité droit au travail là, qui est impliqué à la première ligne pour nous dans la campagne du 18 $. Bon, ceci étant dit, ça fait qu'on a parfois, mais rarement, des campagnes qui portent sur un seul sujet. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de ramener ça à la lutte sociale en général. On fait partie d'ailleurs de la coalition Main Rouge et c'est un peu ça l'esprit. Il faut renforcer l'ensemble du filet social. Il faut renforcer les services sociaux dans leur ensemble. Tantôt, je pense que c'est Marianne qui disait ça.
les services actuels ne répondent pas du tout, ne remplissent fondamentalement pas leur mission. J'ai le goût de faire une pancarte parce que ça dit ne remplissent pas leur mission, puis on peut remplir le début. Le premier bout, il faut le faire. Il y a des problèmes partout. Donc, il faut une lutte radicale. D'ailleurs, je le dis aussi souvent que je peux, Conseil central du Montréal métropolitain, on est officiellement dans notre déclaration de principe une organisation anticapitaliste. Donc, j'en suis assez fier. Donc, ce que ça fait, comme je le disais, c'est qu'on mène nos luttes sur plusieurs fronts en même temps. D'ailleurs, on a sorti un livre qui me fait plaisir de vous présenter. Je ne sais pas si vous allez le voir, là. Non, vous ne le voyez pas, mais ça s'appelle « Pour une sortie de crise verte, sociale et démocratique » où chacun de nos comités a fait une analyse des constats ou des éléments que la pandémie a fait ressortir et des recommandations pour transformer le système dans la suite des choses et évidemment faire en sorte qu'il soit plus résilient, qu'il soit en mesure de faire son travail justement puis de répondre aux besoins de la population. Donc, chacun de nos fronts de lutte a une analyse, puis on a invité aussi des groupes alliés avec qui on travaille, là, le FRAPRU a écrit un texte, la Ligue des droits et libertés, Attaque Québec, Échec aux paradis fiscaux, l'IRIS a écrit un texte pour présenter des modèles justement économiques alternatifs qui nous permettent d'envisager de faire les choses autrement. Donc, c'est beaucoup comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on fait des liens avec les groupes de la société civile. Il y a beaucoup de gens ici que je vois avec qui j'ai d'autres réunions où on travaille ensemble. Puis c'est une partie essentielle de notre travail que de justement être là, pas toujours être les initiateurs des campagnes, c'est-à-dire que souvent on va appuyer ou on va se joindre à une campagne qui est déjà en cours, mais parfois aussi on va lancer évidemment nos propres initiatives. Et une des choses qu'on a fait justement dans cette optique-là de convergence puis de lutte unitaire, c'est qu'à peu près un an, je dirais, c'est au mois d'août, ça fait 14-15 mois, quelque chose comme ça l'année dernière, on a participé à la mise sur pied d'un groupe qui était à l'époque très informel puis qui l'est un petit peu moins aujourd'hui, qu'on a appelé la Convergence pour la sortie de crise. D'ailleurs, il y a des gens ici là, qui ont participé ou qui participent toujours aux rencontres de ce groupe-là. Il y a une déclaration publique qui a été signée par 60 organismes, un peu plus que 60 organismes, puis un peu plus de 400 individus qui s'appelait Justice écologique, justice sociale, même combat. Donc, on essaie encore une fois de ramener les enjeux ensemble, de faire une lutte globale. L'idée de transition juste, c'est un concept qui nous anime beaucoup au Conseil central là, depuis les dernières années parce que justement, oui, il y a des problèmes écologiques qu'on ne peut plus nier, là, que personne ne peut plus nier, mais il y a des problèmes sociaux que personne ne peut plus nier non plus d'ailleurs. Et il faut trouver une manière de régler tout ça, j'allais dire d'un coup, c'est peut-être fort, là, mais dans une seule et même réflexion, dans un seul et même mouvement. Donc, là où je voulais en venir, c'était un peu pour vous inviter. La Convergence pour la sortie de crise, après avoir publié sa déclaration au mois de janvier, qui a circulé un petit peu dans les journaux, là, dans le métro à Montréal, dans certains hebdomadaires de région, a décidé de se lancer dans un projet un peu fou qui est la tenue d'une assemblée populaire sur le thème, justement, grosso modo, la justice écologique, justice sociale, à l'horizon de la fin du printemps 2022. Et là, pour l'instant, on est en train de travailler, justement, on n'a pas appelé ça une coalition parce que c'est pas assez formel, mais en convergence, on travaille là-dessus. On est une trentaine de groupes de partout au Québec, en fait, là, je dirais grosso modo, un tiers des groupes nationaux, un tiers des groupes locaux, puis un tiers des locaux pour moi, là, des groupes montréalais, puis un tiers des groupes de région. Fait que c'est relativement équilibré. Puis pour nous, c'est important que ça le soit. Et on travaille ensemble à voir comment on peut, au printemps, hiver-printemps 2022, animer une discussion citoyenne, donc pas des sommets d'organisations qui se parlent pour arrimer leur position respective, mais vraiment une assemblée populaire citoyenne où, justement, les gens vont pouvoir venir parler de ces enjeux-là, puis s'entendre sur des revendications à mettre de l'avant en prévision, vous l'aurez compris, là, de la campagne électorale de 2022. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait. On en fait beaucoup, puis il y a probablement mais des choses qu'on fait que je ne connais pas parce que c'est mes collègues de l'exécutif qui les pilotent et qui le font très bien. Mais ça, c'est l'idée de la sortie de crise, puis la nécessité d'utiliser cette crise-là, cette crise et cette sortie de crise-là pour amener des changements fondamentaux dans la manière dont on travaille, dont on vit, dont on consomme, dont on s'organise collectivement. Pour nous, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc, je vais me permettre de vous mettre un lien, si jamais ça vous intéresse, là, d'en savoir plus sur cette initiative-là de convergence puis d'assemblée populaire.
Ah, là, je l'ai envoyé seulement à Gabriel, fait que je vais l'envoyer à tout le monde. Je vous mets un lien vers un formulaire d'inscription. Vous pouvez dire un peu si ça vous venez, si ça vous intéresse d'en savoir plus, si vous avez de l'énergie pour vous y joindre. Puis tantôt, je reviendrai, là, je ne veux pas vous bombarder avec des liens et tout ça, mais je vous donnerai notre adresse si jamais vous voulez recevoir une copie de notre livre, un peu voir ce qu'on pense là, sur la sortie de crise. Ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer gratuitement. Là, c'est pas, on ne le vend pas, on le donne. Donc, tout ça pour dire que ben, notre perspective, elle est vaste, ce qui complique les choses, mais en même temps, ce qui nous permet un peu, je ne veux pas être prétentieux ou dire des choses qui dépassent la réalité, mais on essaie de toujours consciemment travailler à ramener les luttes, à faire des liens, à travailler ensemble. On donne à nos militants des formations, on donne aux formateurs des formations, par exemple, sur l'analyse différenciée selon les sexes, pour que justement, il y ait cette sensibilité-là de faire les liens entre les différentes luttes, puis que dans leur compréhension des phénomènes sociaux, ben, ils intègrent justement cette multiplicité-là qui exige par ailleurs un moment de synthèse, un moment de regroupement, puis un moment de convergence. Fait que je m'arrêterai là-dessus, puis si vous écrivez, là, si vous remplissez le petit formulaire, vous pourrez en savoir plus sur ce projet-là. Merci Bertrand. Merci pour toutes ces présentations-là. Donc, il est 10h58. On pourra avoir 12 minutes de pause et se retrouver à 11h10 pour le moment d'échange. Donc, à 11h10. Eh bien, bonjour tout le monde. Bon retour. Laissez quelques petits instants pour tout le monde de revenir de la pause. Donc oui, vous pouvez ouvrir vos caméras à ce moment-ci pour le moment d'échange. Donc, une présentation de 3 campagnes qui étaient toutes très intéressantes et pertinentes. Merci encore à nos panélistes. Maintenant, on aimerait ça avoir un petit moment, en fait, un bon moment d'échange et de réflexion collective. Avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, avoir tout ça en tête, puis aussi de la dernière rencontre, pour ceux et celles qui étaient là, qu'est-ce que ça soulève pour vous comme questionnement sur la lutte à la pauvreté? C'est sûr que c'est une question très large. Nous, ce qu'on aimerait au MEPAC, c'est surtout échanger sur 3 grands soucis qui nous habitent particulièrement dans le réseau du MEPAC. La question de la nécessité de la convergence, la nécessité d'établir un rapport de force, c'est-à-dire la combativité du mouvement, puis la nécessité de viser la transformation sociale, qui est une question large, mais comment ça ouvre à cette question-là? Comment que vous pensez qu'on peut atteindre ça en ce moment, ces trois grandes questions-là, puis qu'est-ce que vous pensez qu'il est à faire? Donc, je cède la parole à ma collègue Vanouza, qui va être celle qui s'occupe d'octroyer les droits de parole. À toi, Vanouza. Bon, merci, Gabriel. Donc, on va fonctionner comme l'autre fois. Je vais prendre des blocs des 3 questions, puis on va poser les questions aux panélistes. Et je vais essayer je vais faire une rotation homme-femme. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main. Et bon, je vois déjà, je vois une main. S'il y a d'autres questions, vous pouvez lever la main. Je vais prendre 3 questions, puis on va fonctionner comme ça. OK? Bon, la question, c'est à Sylvain. Alors, merci. Très intéressant pour les 3 groupes qui se sont exprimés sur les enjeux qu'on a trouvés. Une des premières choses que je voudrais poser un peu, une question qui s'adresse à Bertrand.
du Conseil central de Montréal, dont j'ai fait partie dans le passé. Je trouve ça drôle. J'étais dans le secteur de l'hôtellerie, dans un syndicat, et puis c'est ça. C'est au niveau de la convergence, parce que, vous savez, ici, on a eu une problématique qui a été soulevée quand on a parlé de la campagne 5-10-15 du collectif pour un Québec sans pauvreté. C'est les personnes assistées sociales étaient plutôt froides à cette idée ou ce concept-là. On se disait, il faut absolument lier ça à une hausse des prestations. Parce que si on hausse le salaire minimum, un peu exactement comme Virginie a parlé, elle donnait un exemple des groupes communautaires tels que nous. Moi, je fais partie du regroupement des personnes assistées sociales du Témiscouata. Donc, je suis dans le bas du fleuve, moi, dans les montagnes. La préoccupation était, c'est nous autres qui... Parce que dans les dépanneurs, les épiceries, tout le monde est payé à salaire minimum dans notre région. Puis là, tout va monter. Puis là, nous autres, c'est pas garanti que nos prestations vont augmenter. D'où l'importance de la convergence dont tu parlais. Bertrand. Puis une autre question, j'aimerais ça que tu me dises le titre du livre, je veux le lire. Alors voilà, c'est tout. Bon, merci Sylvain. Avant de répondre à la question, mais là, je donne la parole à Daniel. Elle a une question. Daniel, puis ensuite Stéphane. Daniel d'abord. Oui. Tu avais une question, Daniel? Non. C'est moi, à vrai dire, qui a une question. Simon, on est plusieurs dans la salle ici. Ma question portait pas mal sur ce que Sylvain vient de dire. Là, fait que je vais passer mon tour, c'est correct. Donc, tu passes ton tour parce que c'était pas mal. OK. OK. Stéphane et ensuite Louise. Allô, c'est bon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, super bien. Merci beaucoup pour toutes vos présentations. Moi, c'est une question là, ouverte pour vous trois, pour toute la salle aussi. Là. Dans le fond, moi, je trouve, puis c'est vraiment pas un reproche à aucune des campagnes, parce que j'ai travaillé là, sur la campagne aussi avec le Front commun là, sur l'ajustement du programme de base, mais ça parle d'un malaise que moi, je vis beaucoup, c'est que je trouve qu'on a de la misère dans nos campagnes à parler comme de l'éléphant dans la pièce qui est la répartition des richesses dans notre société. T'sais. C'est comme si on travaille un peu tout le temps sur améliorer les services, améliorer les prestations, mais on ne parle jamais du fait que il y a comme 10% du Québec qui possède à peu près la moitié des richesses qu'on a, puis que si on avait comme une meilleure répartition, on réglerait nos problèmes pas mal plus facilement, toute la gang. T'sais. Puis dans nos communications publiques, c'est vraiment un gros tabou qu'on a, puis qu'on a de la misère à jaser. Puis si on réussissait à en jaser, il me semble que ça favoriserait la convergence. T'sais. Fait que c'est vraiment une question. Puis moi, j'ai bien de la misère à le faire aussi. Je ne sais pas si on vit avec notre héritage là, post-URSS du communautaire qui est facilement flagué. Soviétisant, là. Mais comment qu'on pourrait dépasser ça, puis réussir à en jaser de ça, on ne réglera pas le problème en améliorant tous nos services publics, mais on va le régler en enlevant de la richesse aux plus riches pour s'en réapproprier collectivement. Fait que c'est un peu ça ma question à tout le monde. Comment on s'organise pour faire ça? Bon, merci, Stéphane. Je vais prendre une dernière question, qu'en fait, ça va être la troisième. Louise, et les autres questions, je vais prendre après. OK? Donc, juste Louise, s'il te plaît. Moi, j'ai eu juste comme des réflexions. Quand on a parlé tantôt de système d'éducation, alors, dans notre groupe communautaire, nous autres, pour échapper aux banques alimentaires, c'est un groupe qui est membre du Front commun. Alors, on mettait notre argent en commun pour nous autres même aller acheter nos affaires pour payer des prix de grossistes ou chez les producteurs agricoles. Puis ça marchait. Ça marchait parce que j'allais aussi chercher des subventions à la Caisse Desjardins pour dire que nous autres, on était comme une cellule qui essayait de vivre la coopération et puis que les personnes à faible revenu, pour le travail qu'ils donnaient, il fallait les subventionner.
Alors, ça a marché. Mais on faisait des jeux coopératifs avec ça pour donner une formation. Et puis, on en arrivait à des réflexions qui faisaient que les gens me disaient « Oui, mais moi, j'ai toujours vécu que j'étais la dernière parce qu'il y avait une première de classe, puis les 29 autres, on était des derniers. » Alors, on s'apercevait que le système d'éducation, même si tu mets des gens mieux nantis, puis qui pensent vite, à côté de gens pauvres qui ont bien d'autres choses à penser que du problème de mathématiques. Alors, l'émulation, ça fonctionne plus ou moins. On est toujours un peu en compétition. La société est basée sur une grosse compétition. Alors que dans mon groupe communautaire, je réalisais que, wow, si on avait été basé sur la coopération, alors les meilleurs vont venir aider ceux qui sont plus lents. Et puis, il n'y aura pas cette espèce de compétition qui fait que moi, je suis le meilleur, puis les autres sont les pas bons. Puis ça perdure tout le temps. Ça perdure. On voit ça entre nous. On voit ça partout. Alors, ça, c'était une des réflexions que j'ai faites en profondeur, réformer l'éducation. Et puis, je pense que si j'ai une autre réflexion, c'était que la pandémie est venue nous jeter en pleine face, vous le savez tous, que les travailleurs essentiels, c'est tous ceux qui sont payés au salaire minimum, sont très essentiels. Et puis, on n'est pas capable de faire changer ça. Pourtant, c'est des travailleurs essentiels. Là. Et puis, c'est comme une espèce d'esclavage. C'est encore au plus fort la poche avec ça. Puis, répartir la richesse, ben moi, je me disais aussi avec la crise de la pandémie, c'était aussi une crise environnementale et ça marchait ensemble. Et puis, je me disais, que pour contrer cette crise-là, il faudrait diminuer la production. C'est sûr. On a lu ça dans des... J'ai lu des choses qui m'ont fait réaliser ça. Il faudrait répartir la richesse. Ça va venir aider à la question environnementale. C'est qu'on ait moins besoin de travailler puis produire pour rien, dans le fond, pour détruire la planète, dans le fond. Puis les plus riches, ce sont ceux-là qui, justement, détruisent la planète. Puis quand on a vu l'année passée le gouvernement qui donnait un salaire de 1 million à un fonctionnaire qui, lui, est chargé de trouver du financement pour des systèmes verts, pour se sortir du pétrole. Alors, lui, il faut le payer 1 million alors qu'il gagnait bien sa vie avec 500 000. C'est honteux, c'est écœurant. Puis quand on pense que l'IRIS avait fait une étude pour dire ces augmentations-là qu'on consent aux plus riches, on pourrait facilement juste les donner à ceux qui n'ont pas encore 29 000 $ par année, puis tout le monde aurait 29 000 $ par année au moins. Alors, ça nous semble facile parce que l'IRIS fait tous les calculs, mais c'est ça, il faut faire passer ça dans notre société. C'est ça que j'avais à dire. Bon, merci Louise. Merci. Oui, merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole aux panélistes pour répondre aux questions, mais il y avait la question de Sylvain qui s'adressait plutôt à Bertrand. Puis ensuite, il avait la question de Stéphane qui s'adressait aux 3 panélistes, en fait. Puis le commentaire de Louise, très pertinent. Donc, à toi, Bertrand. Oui, merci beaucoup. Merci des questions, merci des commentaires. Je vais répondre un petit peu aux 3. Sylvain, pour ta question plus terre à terre, plus technique, là, j'ai mis notre adresse courriel là, dans la discussion pour recevoir une copie du livre. Là, simplement envoyer la demande avec votre adresse postale. Tout le monde ici qui en veut un, envoyez-nous-les. Il en reste moins qu'il en restait, par contre, il ne faut pas trop attendre. Donc, réception ccmm@csn.qc.ca. C'est certain que, puis même nous, comme organisation syndicale, là, je dis nous large, là, disons à la CSN, quand on a eu le débat sur le 15 $ puis plus récemment sur le 18 $, là, ça a été plus facile cette fois-ci là, parce qu'on avait eu la pratique du 15 $, mais effectivement, ça a été beaucoup de travail de convaincre pas juste les plus bas salariés parmi nos rangs, là, parce qu'il y a des travailleurs salariés qui ne font pas 15 $ de l'heure. Il faut le savoir, là, ça peut surprendre, mais c'est effectivement le cas. Mais justement, les gens là, qui étaient plutôt autour de entre 15 et 20 $ de l'heure, disons, là, pour eux, c'était une vraie menace. Donc, ça a été un gros débat. Évidemment, on a fini par embarquer dans la campagne
de plein pied. Là, on a sans aucune hésitation, mais ça a demandé du travail, puis c'est pas tout le monde qui était d'emblée d'accord avec cette revendication-là. Le 18 $, comme je dis, ça a été un petit peu plus facile parce qu'on avait déjà, les arguments avaient déjà été faits, puis avaient été intégrés largement là, par les délégués puis par les membres de leur syndicat. Là, mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça ne va pas de soi, puis ça soulève des questions. Par contre, un élément sur lequel je pense qu'il est important de revenir, c'est toute la question un peu de l'épouvantail de l'inflation. C'est-à-dire que c'est un peu comme, je ne sais pas comment dire ça, mais ça nous semble rationnel puis aller de soi que si on augmente les salaires, le salaire minimum, ça va avoir des effets importants sur l'inflation. Or, quand des scientifiques s'y penchent, c'est pas ça qu'ils trouvent. Il y a David Card, un économiste canadien, qui a gagné, remporté, c'est pas un prix Nobel, mais il appelle ça le prix Nobel d'économie, en raison de ses travaux là-dessus principalement, où justement, lui, ce qu'il a démontré, puis là, je n'ai pas tous les détails, là, ça fait quelques semaines quand même que j'ai lu là-dessus, mais ce que David Card a démontré, c'est qu'aux États-Unis, c'est au début des années 90, il y a eu des augmentations du salaire importantes dans les secteurs du commerce puis de la restauration, et les effets inflationnistes de ces hausses de salaire-là, qui étaient des hausses de plusieurs dollars de l'heure, ça se calculait en millièmes de pourcent. Là. C'était infinitésimal, ça n'avait aucune incidence réelle sur les prix. Donc, je pense qu'il ne faut pas nous-mêmes reprendre un peu cet épouvantail-là à notre compte parce que ça fait l'affaire des patrons que tout le monde soit convaincu qu'ils vont payer plus cher s'ils payent mieux leurs employés. Je ne dis pas que si tout le monde passe à 40 $ de l'heure, certainement qu'il va y avoir un effet inflationniste. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais au niveau des demandes qu'on a, ce que les scientifiques constatent, c'est que ça ne s'avère pas puis que les craintes qu'on peut avoir par rapport à ça ne sont pas justifiées. Sur la répartition de la richesse, évidemment, c'est une évidence pour moi là, que ça doit être au cœur des discours. Il y a quelqu'un qui l'a écrit dans la discussion. La Coalition Main Rouge, je pense, fait un très, très bon travail là-dessus. Là. Je le dis comme on dit, un disclaimer. Moi, je suis sur le comité de la coalition, le comité de suivi de la Coalition Main Rouge. Je ne vous dirai pas le contraire, là. Mais il n'en reste pas moins que le document 10 milliards de solutions propose des solutions concrètes pour répartir la richesse. Puis même que depuis cet été, il faut parler du plus de 10 milliards de solutions parce qu'il y a une nouvelle mesure fiscale qui est mise de l'avant par la coalition là, qui consiste à taxer le patrimoine qui permettrait d'aller chercher un autre 4 milliards par année. Donc, on est plutôt rendu là, autour de 14-15 milliards là, de solutions fiscales concrètes, applicables. Pas nécessairement, c'est pas nécessairement facile. Là. Quand on met des mesures comme celle-là en place, il y a de la résistance, puis même c'est pas nécessairement les méga riches, là. Il y a des gens qui sont très, très bien, mais qui sont pas des milliardaires, qui pourraient justement se sentir attaqués par ce genre de mesures-là. Il faut dire aussi que la question de la répartition de la richesse, elle est quand même beaucoup plus présente dans le discours public depuis, je ne sais pas moi, une dizaine d'années environ, là, depuis en fait les mouvements Occupy, les mouvements Indignez-vous, cette question-là, elle est présente. Elle n'a peut-être pas toute la visibilité qu'on souhaiterait qu'elle ait, mais elle est dans le discours public. Puis il y a des économistes importants et reconnus encore là qui en parlent. Joseph Stiglitz en parle beaucoup, Thomas Piketty en a parlé. Bref, il faut toujours la mettre de l'avant, puis ça doit être la base de nos revendications. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un discours qui est si effacé que ça. À nous de pousser pour qu'il soit plus présent, mais je ne suis pas certain que dans la population en général, les gens sont conscients de ce problème. Je pense que la difficulté, c'est plus d'envisager des solutions, ce que justement la coalition fait. Puis je termine rapidement là, sur les questions des inégalités scolaires, le commentaire de Louise, si je me rappelle bien. La mixité scolaire, ce n'est pas une panacée. C'est un outil qui permet justement de favoriser la réussite éducative. D'ailleurs, on utilise le terme de réussite éducative par rapport à réussite scolaire justement pour diminuer un peu l'aspect compétitif. La réussite éducative, elle est conçue beaucoup plus globalement que la réussite scolaire, qui est vraiment en termes de chiffres et de résultats. Là. Donc, je le dis en passant, effectivement, le déterminant essentiel de la réussite scolaire ou de la réussite éducative, c'est la condition socio-économique. C'est ça la base. C'est la meilleure façon de prédire les chances d'un élève de réussir, c'est sa condition socio-économique. Or, évidemment, ça pose la question de la répartition de la richesse, mais ça ne veut pas dire que la mixité scolaire est sans effet. Elle a un effet. Elle ne peut pas tout régler. Elle ne peut pas justement faire en sorte que ces inégalités sociales et économiques-là n'existent plus.
mais elle aide à pallier ce problème-là pas en l'absence, mais avec d'autres moyens qui permettent d'y aller. Je vais laisser les autres parler. J'aurais voulu parler de l'aspect, un peu plus de l'aspect compétition, tout ça, là, mais j'ai déjà beaucoup parlé, fait que je vais laisser la parole aux autres intervenants. Merci Bertrand. Est-ce que les autres panélistes, Virginie, Audrey, Marianne, est-ce que vous voulez aussi répondre aux questions? Oui, je prendrais juste quelques minutes là, pour répondre particulièrement à Sylvain sur la préoccupation là, des personnes sociales qui sont comme mises de côté là, dans les campagnes sur le salaire minimum. C'est probablement la plus grande limite de ces campagnes-là. Cela dit, en tout cas, nous, au collectif, on mène aussi beaucoup de train, je dirais, là, sur l'amélioration des conditions de vie des personnes assistées sociales. On a vu avec la pandémie, avec la mise en place de la PCU, comment c'est venu aider, soutenir les travailleurs et les travailleuses, mais comment les personnes assistées sociales ont été absolument oubliées complètement. Ça, le collectif et bien d'autres, le Front commun et bien d'autres groupes, là, on a vraiment mis beaucoup d'énergie à réclamer une aide d'urgence au gouvernement pour aider les personnes assistées sociales. Mais non, c'est ça, il y a comme... Je pense que c'est le grand défi là, de sensibiliser à la réalité des personnes assistées sociales. Le gouvernement du Québec, clairement, fait la démonstration qu'il n'y en avait pas grand-chose à faire. Malheureusement, il y a comme beaucoup de pression à mettre sur le gouvernement. Là, on a vu avec sa mise à jour économique qu'ils allaient verser un 200 $ pour les adultes qui sont en couple ou en colocation, puis un 275 $ par adulte qui habite seul, mais après les fêtes. Hein, donc, même quand le gouvernement décide de mettre un peu de sous dans les poches des plus pauvres, il ne peut pas s'empêcher d'émettre des préjugés à l'effet que si on avait donné les sous avant Noël, là, les gens auraient dépensé en consommation. Fait que là, on va le donner après Noël, comme ça, ils pourront décider s'ils veulent épargner. Tu sais, comme si l'épargne était possible quand tu as 50 % de ce que ça te prend pour couvrir tes besoins de base. Donc, je fais juste le dire, là, on n'oublie pas les personnes assistées sociales. En tout cas, au collectif, c'est vraiment, ça fait partie des cibles prioritaires, des revendications prioritaires qu'on porte, mais en parallèle de ça, l'idée que si une personne travaille à temps plein toute l'année, elle devrait être en mesure d'avoir davantage que la MPC, la couverture des besoins de base. Donc, mais on mène ça vraiment en parallèle. Mais je te l'accorde que c'est une des limites de ces campagnes-là. Puis, ce qu'on pense aussi, c'est que si le salaire minimum augmente vraiment de façon importante, probablement que les prestations d'aide sociale augmenteraient aussi parce que, tu sais, des fois, l'écart n'est pas... Non, je te vois aller. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, honnêtement, je ne pense pas que parce qu'on demande 18 $ de l'heure, le gouvernement va nous l'accorder demain matin. On est toujours à 13,50 $. Hein, fait qu'on est encore loin du 15 $ de l'heure. Donc, voilà. Puis sur la question j'en profite, là, une seconde sur le discours voulant qu'il y ait un tabou autour de la distribution de la richesse et tout ça. Je trouve au contraire, en tout cas, je rejoins Bertrand là-dessus, je trouve au contraire même qu'avec... on a bien vu, en tout cas, avec tout le discours sur le troisième lien, hein, qui coûterait 10 milliards de dollars, je trouve qu'on a bien vu dans l'espace public la réponse des groupes qui veut que, avec 10 milliards de dollars, pendant que les écoles, hein, il y a des plafonds de classe dans les écoles à Montréal qui tombent littéralement sur la tête des enseignants et des élèves. Donc, les gens arrivent, je pense que la Coalition Main Rouge a fait un grand travail d'information, de vulgarisation, de mettre de l'avant les possibles d'aller chercher de l'argent pour... puis là, on le voit bien dans la réponse contre le troisième lien que cet argent-là, on pourrait le mettre ailleurs, on pourrait le mettre dans notre filet social, on pourrait le réinvestir, le redistribuer plus intelligemment que dans un projet de troisième lien. Voilà. Merci Virginie. Est-ce que Audrey, Marianne, vous voulez intervenir ou je peux passer aux questions? Peut-être très rapidement pour revenir justement à la question de la répartition de la recherche. Je pense que c'est un peu comme on met toujours la tension entre les micro-grains, hein, on sait que c'est très important les films, les micro-grains et les projets de société, c'est-à-dire que les besoins sont tellement criants dans l'actualité de plusieurs personnes qui sont en mode survie qu'il faut pousser des luttes qui sont quand même pas ce dont on voudrait au final, comme on disait, pousser, mais qu'il le faut.
alors qu'il y a des solutions qui existent qui sont plus importantes, qui sont plus macro, qui pourraient avoir des répercussions beaucoup plus importantes, mais qu'on sait logiquement, sans doute, qu'on n'aura pas ça, comme Virginie dit, en 2 secondes. Donc, on y va souvent plus par la stratégie étapiste un peu, ce qui est frustrant, effectivement, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a des enjeux qu'on tasse, mais je pense aussi des stratégies, des fois, de mobilisation, de dire, bon, ben on sait que ça, on ne pourra pas y arriver tout de suite, fait que demandons le A, B, C avant de se rendre à Z. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir toujours en tête cet objectif-là, puis aussi qu'on veut s'en aller avec ça, puis de ne pas le perdre effectivement dans la place publique, c'est ce discours-là. Bon. Merci. Je vais passer maintenant aux questions. J'ai 4 mains levées. Fait que la première, je vais concéder la parole à Daniel. C'est les 3, Daniel, Simon et l'autre personne, je ne vois pas le nom, mais je sais qu'il y en a 3. Donc, c'est Daniel, puis par la suite, il y aura Chantal, puis après, Régent. Donc, je vous cède la parole. C'est drôle, c'est pas drôle. Le commentaire à Stéphane, ça me rappelle des discussions qu'on a en équipe, nous autres ici, souvent. Puis récemment, la semaine passée, il y avait le camp de formation du REPAC, parce que c'est ressorti encore une fois. L'idée que, au final, on articule ça depuis des années aussi, les revendications des groupes communautaires sur des enjeux spécifiques, mais qu'au final, l'enjeu principal qui sous-tend tout ça, c'est le capitalisme. Puis, tu l'as dit, la distribution de la richesse. Là, puis c'était assez flagrant dans la formation du REPAC, comment au final, c'est tout l'argent que ça va coûter, que ça coûte le capitalisme à notre société, puis à l'humanité, finalement. Tout cet argent-là, puis cette énergie-là, ces efforts-là, elle va dans les poches de quelques-uns. Puis, on se dit, les Panama Papers qui sont sortis dernièrement, tout cet argent-là est à la lutte de l'impôt. Nous autres, on n'en profite pas. Puis, ça fait en sorte que le filet social, comme on connaissait avant, dans le temps où c'était mieux, là, il s'effrite. Puis là, on se retrouve dans le monde qu'on est aujourd'hui. Tout ça pour dire que, je pense que ça peut, puis ça recommence à venir avec la coalition Main Rouge, entre autres, mais je pense qu'on n'aura pas trop le choix en tant que regroupement, puis en tant qu'organisme, de revenir un peu plus avec ça de front, de remettre ça dans nos plateformes, de remettre ça dans nos luttes de manière claire. Là, tantôt, Bertrand disait que vous autres, vous l'avez dans votre plateforme de revendication anticapitalisme. Ça, je suis bien content de l'entendre, mais je pense qu'il faut que ça soit plus. Puis ça ne veut rien dire non plus, là, être anticapitaliste, ça ne veut tout rien dire, là, mais avoir des discours qui sont plus radicaux, puis qui sont plus dirigés aussi, puis surtout communs, qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans, mais qu'on revendique cette répartition-là de richesse. Comme tu dis, Stéphane, qu'on n'ait pas peur d'aller pour faire des actions, pour aller la chercher. Voilà, c'est un commentaire. Bon, merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Chantal. Bonjour, mon nom est Chantal Bernard. Je suis du regroupement des assistés sociales et sociaux du Témiscouata. Je suis aussi déléguée au Front commun et je participe à un comité Art et Solidarité à Rousse-du-Nord qui a comme objectif de dénoncer les violences institutionnelles à l'aide sociale. Je suis une personne qui a un long vécu de pauvreté. Je voudrais d'abord dire que tout ce qui a été dit par les panélistes me touche beaucoup. Je m'identifie là-dedans, je me reconnais là-dedans. Je voudrais peut-être plus particulièrement répondre à Stéphane. Comment qu'on y arrive, c'est éducation, éducation, éducation. Il faut cogner sur le clou, puis de toutes les manières possibles et inimaginables, que ce soit à travers leur SUG, à travers justement tout ce qui a été dit aujourd'hui. Les pauvres ne doivent plus avoir honte de leur pauvreté. La pauvreté n'appartient pas aux pauvres. La pauvreté appartient à un système qui appauvrit des gens. La pauvreté, c'est des êtres peut-être plus vulnérables pour X, Y, Z raisons qui sont affectés de ça, mais elle appartient à un système, puis un système d'oppression. Et dans ce système-là, il y a toute une classe avec la pandémie qui a, elle aussi, été touchée.
puis quelque part, qui s'est appauvri. Et de plus en plus, justement, avec la hausse de la vie, il y a des gens qui n'étaient pas sensibles à la question qu'ils deviennent. Donc, qu'on continue d'éduquer les gens et qu'on s'apporte notre support et mutuel, tout le monde. C'est comme ça qu'on va y arriver. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Je passe la parole maintenant à Régent. Oui, Régent de Rosier. Je suis de la région Chaudière-Appalaches. Je suis un citoyen engagé, expert de vécu, puis je suis sur différentes tables de la région et d'organismes. Et ce que je m'aperçois, c'est que toute cette structure-là qui existe aujourd'hui travaille toujours tout en silo. C'est toujours, puis les personnes en situation de pauvreté ne sont pas nourries, ne sont pas amenées à participer, ils ne sont pas demandés. Je suis dans différents comités pour amener ça. Puis même là, c'est difficile d'amener les gens en situation de pauvreté sur des tables, sur des comités, autant au niveau des municipalités, du secteur industriel, des décisions, et même du CI3S. Je fais partie de différentes choses, puis je m'aperçois qu'on a beau travailler, ça fait des décennies que je travaille, puis que je dépense mon énergie, puis je m'aperçois qu'il n'y a rien qui avance. Puis là, je m'aperçois aujourd'hui, en m'incluant sur votre plateforme, que oui, il y a des choses à faire, mais c'est ça, en étant dans une situation de pauvreté, on n'a pas les moyens de pouvoir aller chercher toutes ces informations-là, de pouvoir être sur les comités, à aller chercher ça, puis participer. Fait que c'est pas facile pour les gens de la base de pouvoir donner leur avis, de donner leur expertise. Puis c'est ça que je trouve un petit peu de valeur dans tout ça, mais je vois qu'il y a des pistes de solutions, là, puis ça me fait un petit peu chaud au cœur. Merci beaucoup, Régent. Maintenant, après les 3 interventions, je donne la parole aux panélistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre ou qui veut faire un commentaire par rapport aux interventions? Vous pouvez lever la main, les panélistes, puis je vais vous donner la parole. Oui, bien je réagirais peut-être juste en fait à l'intervention de Régent, en fait, là, pour dire que j'entends bien la préoccupation puis le fait que c'est difficile pour les personnes en situation de pauvreté de siéger et de participer à l'élaboration des campagnes, des réflexions, en fait, là, autour de la lutte contre la pauvreté. Nous, au collectif, on essaie vraiment de favoriser l'inclusion des personnes en situation de pauvreté. Ça fait partie de l'ADN, je dirais, là, du collectif depuis ses tout débuts, de faire avec les personnes en situation de pauvreté. On appelle ça les principes avec. L'idée étant de mener cette lutte-là avec les personnes qui sont au premier chef concernées. Donc, le motto du collectif, c'est vraiment de décider, de réfléchir, de décider et d'agir avec les personnes en situation de pauvreté. Mais c'est effectivement, il y a des défis là, à l'intégration ou en tout cas à l'inclusion. Ne serait-ce que, tout à fait de façon logistique, s'assurer que les personnes ont les moyens de se déplacer jusqu'au lieu de réflexion, d'avoir une gardienne, par exemple, pour s'occuper des enfants pendant que la personne est mobilisée à participer à l'élaboration de ces réflexions-là. Donc, il y a vraiment des enjeux, il y a toutes sortes d'enjeux, mais d'un point de vue tout à fait de terre à terre, il y a des trucs qu'il faut prendre en compte, mais c'est vraiment c'est plus qu'une sensibilité qu'on a au collectif, mais je reconnais que c'est pas encore parfait et qu'il y a encore du chemin à faire là, pour inclure davantage de personnes en situation de pauvreté à l'élaboration de la réflexion. Merci Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, les panélistes? Oui, bien, si je peux me permettre, c'est ça. Nous, en fait, le RSUG, le Revenu social universel garanti, c'est un projet qui est porté et qui a été porté et qui est porté encore aujourd'hui par les personnes assistées sociales. Au Front commun, en fait, nous, nos membres, ce sont des organismes communautaires, mais qui font la défense des droits avec les personnes assistées sociales. En fait, c'est ça, on a vraiment une mission en tant que telle
dans l'entièreté de nos instances, en fait, la parole et la place des personnes assistées sociales est mise de l'avant. Puis c'est sûr que c'est ça. C'est ce qui fait aussi que c'est un processus qui peut être plus long parce que justement, on veut que ce soit le plus démocratique possible et le plus représentatif des préoccupations des personnes assistées sociales. Ce qui fait aussi que, par exemple, lorsqu'on rencontre le ministre, on se permet en fait de venir en délégation. C'est jamais une personne seulement qui y va. Puis tu sais, la semaine de la dignité, c'est aussi un moment symbolique pour nous parce que justement, c'est de remettre de l'avant la contribution des personnes assistées sociales à la société. Donc, c'est sûr que ça fait partie de nos préoccupations constantes, mais ce n'est pas, c'est pas facile. C'est ça, je pense que notamment parce que nous, de facto, de par notre mission, on s'intéresse aux personnes en fait qui sont à l'aide sociale, mais évidemment, lorsqu'on parle de personnes en situation de pauvreté, on a un éventail de personnes qu'on n'arrive pas à rejoindre. Donc, c'est sûr que c'est aussi un aspect de réflexion, tu sais, puis on pourrait parler, là, je vais sortir les gros mots, mais de non-recours à l'aide sociale, dans l'optique où plusieurs personnes, pour différentes raisons, ne sont pas sur l'aide sociale, mais en situation de pauvreté. Donc, c'est un enjeu, effectivement, aussi toujours de voir ces gens-là, de pouvoir mettre de l'avant aussi leur opinion et aussi leur contribution dans des projets. Puis comme on mentionnait, en fait, tantôt dans la présentation, il y a aussi l'idée qu'il ne faut pas oublier que la pandémie a touché tout le monde, mais d'autres beaucoup plus que, évidemment, que, tu sais, on s'entend, là, que la plupart du monde. Donc, il y a vraiment comme l'état de survie constant qui rend difficile la mobilisation. Quand les besoins essentiels de base ne sont pas couverts, comment est-ce qu'on va aller commencer à revendiquer d'avoir un revenu social pour tout le monde? C'est beaucoup aussi, tu sais, c'est toujours un peu l'enjeu entre, comme on disait, où c'est qu'on met nos énergies, mais donc c'est vraiment une préoccupation, effectivement, qu'on veut. Puis la professionnalisation du travail aussi a eu un grand impact au niveau de mettre ces gens-là peut-être plus difficiles à atteindre l'information. Puis d'où le fait que des moments comme aujourd'hui, c'est des panels qui sont ouverts à tous, sont vraiment importants pour pouvoir parler, échanger sur nos campagnes, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire tout le monde ensemble pour améliorer la situation, puis rendre plus accessible aussi cette participation-là. Là. Mais effectivement, les gens, c'est vraiment une grande préoccupation qu'on a. Je pense qu'on parle à tous les jours de comment faire mieux, mais les réponses, elles sont plus difficiles quand les besoins de base, qu'on n'arrive même pas à manger. Donc, c'est sûr que c'est pas évident à jongler. Puis, tu sais, on est même intéressé en fait à vous entendre, vous, dans vos instances, comment vous arrivez à jongler cette mobilisation-là un peu avec la pandémie et la situation actuelle. T'sais. Nous, on sait que nos organismes nous disent vraiment que c'est vraiment difficile en ce moment. C'est vraiment un gros creux historique de mobilisation. Puis que c'est aussi au niveau même des employés, le manque de personnel est criant, ce qui fait que les besoins sont encore plus importants, qu'il y a moins de gens pour essayer de mobiliser tout le monde. C'est peut-être une question qu'on peut vous poser à tout le monde, comment est-ce que vous faites pour jongler, puis voir si on n'a pas des petites solutions, vous avez des solutions qu'on ne pourra pas vous prendre aussi pour améliorer nos instances. Bon, merci. Est-ce que Bertrand, toi, tu veux intervenir aussi? Oui, quelques mots rapidement. Marianne, je pense, là, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui est Marianne, qui est Audrey, là, me parlait du réflexe de survie. Je pense que c'est quelque chose de fondamental, mais moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je voulais juste ramener, parce que, bon, tantôt, on a dit être anticapitaliste, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet politique, là, ça c'est clair, mais ça ne veut pas rien dire. Ça veut justement, entre autres, dire qu'on s'oppose à cette idée-là qu'on est un contre tous dans la jungle de la vie et qu'on doit se battre pour sa survie. Je me rappelle, c'est Pierre Kropotkin qui avait écrit un livre qui s'appelle L'entraide, facteur de l'évolution, en réponse justement à la montée du darwinisme social au 19e siècle, qui disait justement les plus forts vont survivre, les plus faibles vont être éliminés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est devenir le plus fort possible pour survivre individuellement. Mais ça, justement, il faut voir que, puis encore là, je ne prétends pas apprendre ça à personne ici, là, mais ça fait 40 ans que l'idéologie dominante dans la société, c'est ça. Ça fait 40 ans qu'il nous dit, tu dois gagner, si tu ne gagnes pas, tu perds. Puis si tu perds, tu es tout seul. Puis si tu gagnes, tu es tout seul, mais au moins, tu as moyen d'être tout seul. Donc, il y a tout un appareil idéologique. J'ai beaucoup aimé la formulation de Chantal, là, la pauvreté n'appartient pas aux pauvres. Effectivement, c'est un phénomène social, puis c'est une création sociale qui bénéficie à du monde. Tu sais, il faut le voir, ça. Fait que tout le discours qui nous dit go champion, tu es capable, tu vas gagner, puis tu vas survivre, mais c'est pas pour rien qu'il est dominant, c'est parce qu'il fait l'affaire du monde qui ont le contrôle, qui ont l'argent, qui ont les ressources, qui veulent qu'on pense comme ça, parce que dans la
lutte, tu sais, la lutte des uns contre les autres là, est déjà réglée. C'est-à-dire que si on reste dans le paradigme individualiste où est-ce que je dois, moi, devenir le plus fort possible, il n'y a personne ici, puis à peu près personne au monde qui peut gagner. C'est déjà fait. C'est Elon Musk, puis l'autre, j'allais dire l'autre bozo, l'autre Bezos qui va s'en aller dans l'espace avec son argent, puis qui va nous laisser sa pollution. C'est ça la réalité. Fait que tant que ce paradigme-là ne changera pas juste socialement, mais tant que les gens eux-mêmes n'auront pas intégré en profondeur cette idée-là que quand on nous vend la compétition, quand on nous vend la réussite individuelle, quand on nous propose, il y a beaucoup de conférences qui se donnent, puis parfois même dans des syndicats, ce qui me choque beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Mais tu sais, des espèces de coach de vie, puis de croissance personnelle, puis let's go, t'es capable. Nous, quand j'étais prof au cégep, je ne raconterai pas l'anecdote au complet, là, mais on avait mis vraiment des bâtons dans les roues à un conférencier qui était venu faire une conférence qui était sous la pression, est-ce que je deviens de la poussière ou un diamant? Donc là, nous, on avait pris la présentation, puis on avait dit ça, tu peux pas dire ça, ça, tu peux pas dire ça. Puis si bien qu'il est arrivé à la fin de sa présentation, puis il dit, ben, je peux pas vous dire ma conclusion, j'ai pas le droit. Donc, il faut lutter contre ces représentations-là parce que c'est séduisant, c'est simple. C'est quelque chose qui paraît intuitivement vrai, un peu comme tantôt on disait par rapport à l'inflation suite à la hausse du salaire minimum. Il faut absolument combattre cette idée-là puis remettre de l'avant les gains qui ont été faits par le travail collectif puis les avantages justement d'être ensemble et non pas isolés les uns contre les autres. Puis dernière chose très rapidement sur la participation des personnes là, qui sont en situation de pauvreté, je pense, puis évidemment, je suis conscient de toutes les limites puis de tous les problèmes que ça soulève, mais je pense quand même que la pandémie nous a appris une chose, c'est qu'il y a des outils qui existent qui nous permettent de nous rassembler à assez peu de frais, pas de déplacement, pas d'hôtel, pas de restaurant. On peut se connecter puis on peut se parler à la grandeur du Québec avec un ordinateur et une connexion. Oui, il la faut. Oui, il faut ces outils-là, puis il faut que ces outils-là soient accessibles, mais c'est quand même beaucoup moins pire que d'aller passer une semaine à Montréal. La rencontre qu'on a aujourd'hui aurait impliqué pour la majorité d'entre vous de vous déplacer. Ça prend un moyen de transport, ça prend une résidence, ça prend tout ça. Bref, vous le savez mieux que moi. Mais je pense que c'est une des leçons qu'il faut tirer de la pandémie. On a des outils maintenant qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans qui nous permettent de favoriser la participation, qui ne sont pas parfaits, mais qui permettent de passer outre certains problèmes qui sont réels et qui sont importants. Oui, merci Bertrand. Mais juste pour dire, il faut aussi reconnaître que la technologie, ça peut nous aider aussi des fois. Si on sait faire le bon usage, ça peut nous aider. Mais je vais prendre maintenant, il est 11h49, on est presque rendu à la fin. Je vais prendre le dernier tour des questions. J'ai 3 personnes qui ont levé la main. Donc, je prends Michel en premier, ensuite Juliette, ensuite Chantal. Donc, Michel, à toi la parole. Effectivement, Bertrand, s'il avait fallu que je me déplace j'aurais parti la Côte-Nord. Donc, je n'aurais pas assisté aujourd'hui. Beaucoup de choses s'est dit. Premièrement, c'est vrai qu'on a souvent la difficulté à faire front commun des revendications semblables, pareilles, et ça joue souvent contre nous autres. Mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Moi, je ne comprends pas que quelqu'un peut prendre la parole en public, dans les médias, pour dire « Je suis d'accord à ce que quelqu'un qui travaille au salaire minimum ne sorte pas de la pauvreté. » Ça, je pense qu'à toutes les fois que quelqu'un dit ça, il faut qu'il tape dessus. Nous autres, c'est notre rôle de dénoncer ces affaires-là. Je dirais, ce monsieur-là, il ne veut pas que le monde sorte de la pauvreté. Puis ça, c'est pour s'enrichir encore plus, lui. Donc, c'est un réflexe qu'il faudrait qu'on ait. Et d'autant plus qu'il y a comme un contexte présentement, le manque de main-d'œuvre joue en la faveur d'une revendication comme celle-là. La question du 15$ de l'heure, là, moi, je le vois souvent quand je sors de dépanneur, des pancartes affichées, du monde qui était contre ça. Là, on embauche à 15$, à 15$ et quelques. Ça fait que c'est peut-être pas nécessairement tout le temps le gouvernement qui va nous le faire gagner, ce 18$ de l'heure-là. C'est probablement plus la situation. Puis à un moment donné, le gouvernement n'aura pas le choix de se réveiller, mais je pense qu'il faut profiter de ce momentum-là. Évidemment, Chantal a tellement raison quand on dit, puis c'est pour ça que c'est la pauvreté appartient au système, et c'est pour ça qu'il faut dénoncer les personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait que quelqu'un sort de la pauvreté. Il ne peut pas sortir de la pauvreté quand il travaille à l'année. Bon, voyons donc. Et Régent soulève quelque chose d'intéressant, c'est parce qu'on parle beaucoup de fracture numérique
mais je pense qu'il y a aussi une fracture sociale, quelque part, qui était là bien avant la fracture numérique. Et ça, honnêtement, je n'ai pas de recette, mais excusez, mon petit-fils est ici. Bon. Mais enfin, bref, c'est un peu le sens de mon intervention, mais il ne faut pas avoir peur de dénoncer les gens qui ne veulent pas que le monde sorte de la pauvreté. Merci, Michel. Maintenant, à Juliette. Oui, dans le fond, moi, c'était plus par rapport à la participation des personnes en situation de pauvreté. Moi, j'étais précédemment candidate indépendante aux élections municipales dans le district de Lorimier comme conseillère de ville. Puis, c'était une des préoccupations qui était au cœur de ma campagne, de faire participer les gens, puis d'aller voir un peu comment est-ce qu'on peut faire participer les gens en démocratie participative, parce qu'on sait que finalement, c'est toujours les mêmes personnes qui finissent par participer. Donc, on a toujours les mêmes intérêts qui reviennent. Puis, je pense qu'une des choses qui est ressortie le plus, qui n'est pas simple à faire, ça prend beaucoup de gens, mais aller à la rencontre des gens, aller dans les HLM, s'assurer aussi que quand on va à la rencontre des gens dans les HLM, on arrive avec de l'information. Juste par exemple, sur le plateau Mont-Royal, il y a seulement 2 HLM sur 9 qui ont accès au Wi-Fi dans des salles communes. Donc, c'est vraiment de s'assurer que, parce qu'on parle même de technologie, mais c'est vraiment pas tout le monde qui a accès à cette technologie-là. Donc, je pense que s'assurer d'aller à la rencontre des gens, de savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs revendications, par des activités de porte-à-porte, par des activités de rencontre. Puis là, tu sais, je sais que le secteur communautaire, ils font de leur mieux en ce moment, c'est super difficile, mais je pense que ça peut être vraiment une piste d'aller dans les épiceries sociales, d'aller dans les HLM, d'aller dans certaines places où on sait qu'il y a plusieurs personnes en situation de pauvreté pour vraiment les faire participer. Mais c'est sûr que je pense que si on reste assis en attendant que ces personnes-là participent, ben ça ne se fera nécessairement pas parce que ces personnes-là n'ont pas accès nécessairement aux réseaux sociaux. Tu sais, quand tu as de la difficulté à mettre de la bouffe sur la table pour la famille, tu t'en fous un peu des enjeux qui viennent avec, tu penses seulement à ça, puis c'est complètement normal. Donc, je pense que c'est vraiment de travailler avec les différents organismes communautaires. Il y a une richesse communautaire aussi à Montréal incroyable. Là, il y a plusieurs personnes du Québec aussi, mais je pense qu'au Québec, on a quand même une bonne richesse communautaire. Donc, de vraiment travailler avec les différents organismes aussi qui peuvent parler des fois différentes langues, qui peuvent faire participer différentes personnes aussi. Fait que d'aller à la rencontre des gens, puis des organismes, puis travailler vraiment en concertation. Des fois, il y a tellement d'organismes communautaires que c'est difficile de faire une rencontre tout le monde ensemble, mais de vraiment travailler en concertation, puis d'aller à la rencontre des gens, je pense que c'est 2 choses qui sont le plus ressorties, même si je sais que c'est des choses qui ne sont pas nécessairement simples à faire. Bon, merci Juliette. J'ai 2 personnes, puis il est 11h55, donc je vais accepter les 2 qu'il reste. C'est Chantal et ensuite Jean-Marc Laprade. Mais Chantal, s'il te plaît. Merci. Encore une fois, moi, je suis une personne qui vit une condition de pauvreté, comme je le disais tout à l'heure. Si ça ne serait pas de mon organisme qui me donne accès à un ordinateur, je ne serais pas capable d'être présente avec vous aujourd'hui. Puis en plus, je suis quelqu'un, je vais être capable de faire un tricot avec 12 couleurs différentes, mais je m'écarte sur une télécommande de télévision. Fait que moi, la technologie, là, j'ai de la misère. J'essaye même de fonctionner avec le chat, puis je ne suis pas sûre que j'envoie les messages à la bonne place. Fait que quelque part, ça représente vraiment un défi majeur pour moi de faire partie des choses. Mais je voudrais ramener une affaire. Si on veut éduquer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les pauvres actuellement, avec un chèque d'aide sociale, c'est clair, ils ne sont pas capables de manger à tous les jours. Et ça, quand on vit justement en 2021, puis qu'il y a des clowns qui vont se promener en orbite autour de la table, puis qui vont vendre des billets à 250 000, puis qu'il y a du monde qui crève de faim, c'est plus juste de l'injustice. C'est criminel quelque part. Et c'est violent de se traiter comme ça et de traiter comme ça du monde. La pauvreté, c'est une injustice innommable, puis quelque part, il faut dire les choses pour ce qu'elles sont. Merci. Merci beaucoup, Chantal. C'est très pertinent. Puis, la dernière personne, Jean-Marc, puis après, aux intervenants. Bonjour. Est-ce que Chantal vient tout juste de... Est-ce que vous m'entendez?
Un, deux. Oui, on t'entend. Pour moi, ça va fonctionner. Oui, merci. C'est juste le fait que qu'est-ce que Chantal elle vient tout de dire, ça vient me piquer dans le dos en disant qu'en tant que tel, je sympathise avec elle parce que les personnes qui sont sur l'aide sociale, on n'arrive pas. Puis quand je vous dis qu'on n'arrive pas, on n'est pas capable de voyager en tant que tel. Voyager partout le Québec, partout au Canada, partout aux États-Unis, partout sur la planète, on n'est pas capable de voyager. Ça fait mal, hein, parce que si vous prenez du lait, du pain, une tomate, une banane, ça coûte 20 $. Hein. Mais les personnes en tant que 20 $ pour eux autres, ça fait comme... Mais moi, en tant que tel, là, je suis sur l'aide sociale, là, puis je m'achète du lait, puis je calcule, j'achète du lait à 6,80, 6,68, plus du pain, plus une tomate, plus des bananes. Puis au total, ça me donne 20 $. Mais en même temps, c'est comme si je me dis, hey, j'aimerais ça, moi, rêver un jour d'avoir une maison. J'aimerais ça rêver en tant que tel d'avoir quelque chose de même. Puis malheureusement, c'est abrupt. Je ne sais pas quoi dire en tant que tel. Puis qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est comment faire le pont en tant que tel entre une personne que moi, qui est jeune. Quand j'ai commencé, pas quand j'ai commencé, mais que j'étais un salaire très bas dans ce temps-là, quand j'ai travaillé, j'étais payé à 8,50 le 8,50 par heure. Puis là, aujourd'hui, tu arrives dans un dépanneur, c'est rendu 15 $ de l'heure, puis ils peuvent t'augmenter. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes capable de pouvoir travailler d'arrache-pied en 2007, 2008, 2009, 2010 à 8,50 puis que là, par exemple, il y a une personne, je ne veux pas, traiter en tant que tel les personnes qui travaillent dans un dépanneur, mais moi, j'ai travaillé dans la restauration, j'étais à 8,50 Puis comment dire à la personne, hey, t'es chanceux, tu as 15 $ de l'heure. Il commence à 15 $ de l'heure. Comment je peux me sentir, moi, en réalité? Je ne sais pas si vous comprenez, comment je me sens, tu sais, là. Je me sens trahi, je me sens comme si c'est une injustice en réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait répondre. C'est injuste en tant que tel. Puis ça me fâche en réalité. Puis c'est pour ça que je me dis, je devrais faire des études pour comprendre en tant que tel la société, puis étudier en sociologie. Puis en même temps, c'est que je n'ai pas les fonds j'ai pas d'argent pour payer ça, tu sais, etc. Donc, excusez-moi si je vous ai gobé ça, mais ça me fâche en tant que tel. Là. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Jean-Marc. C'est vraiment, on a vraiment des beaux témoignages ici, Jean-Marc, Chantal, tantôt. Et c'est vraiment des beaux témoignages pour le débat ici. Là, il est rendu midi. On est vraiment à la fin. Je vais quand même donner la parole aux panélistes si vous voulez répondre. Puis après, malheureusement, c'est la fin. C'était vraiment très intéressant, des beaux témoignages, vraiment. Fait que je passe la parole aux intervenants, si vous voulez intervenir. Bien, vraiment, vraiment rapidement, parce qu'il est midi et tout ça, mais je tiens juste à remercier Jean-Marc et Chantal. Je pense que, pour reprendre un peu vos propos, en fait, puis je pense que c'est ça qui devrait nous mobiliser collectivement, en fait, cette indignation-là de l'injustice violente et criminelle, comme disait Chantal, de la pauvreté, il y a des richesses, il faut mieux les distribuer. Puis je pense que vos témoignages, en tout cas, moi, ça me mobilise beaucoup à en faire davantage pour
pour réclamer de meilleures conditions de vie pour tout le monde, là, parce qu'on est dans une société riche qui est capable de faire davantage, de mieux distribuer, d'offrir des salaires décents, d'offrir des prestations d'aide sociale qui permettent de couvrir au moins les besoins de base. Donc, je trouve que vous avez vos propos, en fait, je trouve, viennent bien clore toute la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, merci Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je suis obligée de... Je vais y aller pour laisser Marianne puis Audrey finir la discussion. Je ne veux pas le dernier tour. Je n'ai pas grand-chose à dire, c'est-à-dire que vos témoignages sont éloquents, ils parlent par eux-mêmes. Je pense qu'un des problèmes, ce n'est pas le principal, ou en tout cas, c'est pas une solution en soi, je vais le dire comme ça, c'est que pour les gens qui sont au pouvoir, je pense que l'écrasante majorité ne sont pas conscients de ça. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Pour eux, la pauvreté, c'est un chiffre en bas d'une colonne. Ce n'est pas une réalité vécue. Et une fois qu'on a entendu des témoignages comme les vôtres, on ne peut pas continuer à penser comme ça. Ça veut dire quelque chose. Pas être capable de prendre l'autobus pour se déplacer, pas être capable justement d'avoir accès à des outils que les autres prennent pour acquis. Là, probablement pour une bonne partie même de la population, être pauvre, c'est avoir juste un iPhone 8 au lieu d'un iPhone 13. C'est quelque chose comme ça. Excusez, non, c'est vraiment n'importe quoi. Les personnes qui pensent qu'en tant que tel, la société de consommation en tant que telle a dit que tu peux avoir pas ton Windows, mais ton Apple 13. Puis moi, en tant que tel, je n'ai même pas d'Apple. Puis j'ai presque pas de cellulaire. Puis il y a des personnes qui sont plus pauvres que moi, qui n'ont pas de cellulaire, qui n'ont pas de télévision. Puis la madame qui n'avait pas d'ordinateur non plus. Mais on n'est pas entendu. C'est ça qui est merdique. Mm-hmm. Ouais, en effet, je pense que ça fait, tantôt quelqu'un disait, la solution passe beaucoup par l'éducation. Évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Puis, écoutez, je terminerai en vous remerciant. C'était vraiment, vraiment un bel échange touchant et riche. Puis, je vous invite à nouveau, là, je vais prêcher pour ma paroisse quand même. Là, je vous invite à nouveau, si vous êtes intéressé à participer à notre projet d'Assemblée populaire puis de convergence pour la sortie de crise. Là, je vais remettre le lien dans la chat pour que vous puissiez vous inscrire. Puis, jusqu'à date, je sais, c'est la question de l'accès aux outils technologiques, elle est névralgique, c'est un problème réel, là, mais pour l'instant, si vous avez accès à une connexion, vous pouvez participer à nos travaux, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Voilà. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Bertrand. Puis je passe la parole en mot pour terminer à Audrey et Marianne. Puis... Oui, on va y aller super rapidement. Merci de nous avoir reçus. Très enrichissant. Comme d'habitude, tout plein de sujets, en fait, qui malheureusement, on n'a pas les réponses parfaites. Les solutions non plus ne sont pas parfaites. Puis on espère pour les organismes qui ont été impressionnés par notre présentation que vous voudrez vous joindre à nous dans la grande lutte qui est l'élargissement d'un programme de revenus de base pour toutes les personnes en situation de pauvreté. Fantastique. Bonne journée à tous et toutes. Bon appétit. Bon, merci beaucoup. Juste vous dire, avant de passer la parole à mon collègue Gabriel, on avait prévu une évaluation, mais on n'a pas le temps de faire l'évaluation. Fait qu'on va vous envoyer par courriel, on va vous demander à toutes et tous qui ont participé, mais d'évaluer puis de nous faire vos commentaires. Comme ça, on peut améliorer ce qu'il faut améliorer pour une prochaine fois. OK? Et je trouve que c'était vraiment très, très, très pertinent, toutes les interventions. Puis personnellement, moi, je trouvais que c'était des témoignages très touchants. Puis ça montre vraiment qu'il y a du travail à faire. Au niveau de l'éducation, quand Louise, elle parlait à l'école, il faut parler plutôt des coopérations, des compétitions. On est dans la compétition, mais il faudrait aller dans la coopération. Les témoignages des Jean-Marc aussi, puis des Chantal, qui nous parlent la pauvreté n'est pas un problème des pauvres, elle est créée par un système qui appauvrit les gens, en fait. Bon, bref, merci beaucoup. C'était très intéressant et très touchant. Puis il y a du travail à faire. Oui. Puis je passe la parole à mon collègue Gabriel. Merci.
Bien, merci Vanouza. Je vais faire ça très court. Il est 12h06, on a faim. Donc, merci à tout le monde d'être venu. C'était vraiment intéressant. On a vu que ça soulève des débats. Moi, ce que j'en retiens, c'est notre colère est légitime. On a raison d'être fâchés. Puis, c'est juste un début. J'espère qu'on va avoir d'autres moments pour se parler comme ça. Ma collègue Valérie l'a souligné dans le chat. C'est dans un an, mais du 1er au 3 novembre 2022, on fait un colloque populaire à Québec. Les frais d'inscription vont être très, très bas pour inviter le monde partout à travers le Québec pour avoir un remboursement des frais d'inscription, des frais de transport, pardon. Le thème, c'est pour en finir avec les inégalités, sortons du capitalisme, une démarche d'éducation populaire autonome. Vous allez recevoir bientôt plus d'informations à ce sujet-là. Donc, c'est à suivre, puis je souhaite qu'il y ait plein d'autres espaces de débat comme ça. Merci à tout le monde d'être venu. Bonne journée.